Je vais tout de suite là maintenant, parce qu'on est des gueudins, faire rentrer Monsieur sur replay dans la danse. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre de sa belle voix suave. À moi qu'il me fasse un oui. Et là je suis baisé. Ah là je suis baisé, là je passe pour un con. Let's go là-dessus. Suri, est-ce que tu es présent avec nous? Allo mon sur replay, comment il va celui-ci? Ah bah je le savais. Ah bah tu l'as demandé, tu l'as eu hein. Bah. C'était prévu. Bah non mais c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est littéralement ma faute. L'entrée Gollum, c'est ma faute. Le chat les amis, est-ce que sur replay vous l'entendez assez? Est-ce que la musique est trop forte ou pas? N'hésitez pas à me dire, histoire que j'oscille correctement. Sur replay, qu'est-ce que t'as mangé de beau ce midi? J'ai mangé un poké, un petit poké de famille. Tous les croustillants, ma foi, fameux, avec du riz noir parfumé et de la salade. Très bien, ok. Alors par contre c'est vrai qu'au début j'ai pas mis le son assez fort, donc on n'a pas entendu le Gollum. Mais moi je suis très content du coup. Ah, le problème c'est qu'à tout moment il le refait. Merci beaucoup en tout cas mon Suri d'être là. Alors Suri, alors pour ceux qui ne le connaissent pas mais ça m'étonnerait, Suri est un broadcaster qui commente la ligue et Overwatch depuis aussi longtemps que moi, et qui en plus de ça a une plus-value incroyable sur Altred, puisque eh bien, sur replay a poncé et ponce le jeu depuis de très nombreuses semaines et fait même partie eh bien, du clan officiel des mecs qui testent la bêta, qui donnent leur avis, qui donnent leur retour. Donc là sur replay, aujourd'hui c'est toi l'expert du jeu. Écoute, malheureusement je ne dirai pas plus sur cette partie-là, sinon je vais me manger un coup de NDA, mesdames et messieurs. Mais oui, effectivement, ça fait quelques temps déjà que j'ai découvert Altered et que je le teste assez régulièrement pour faire des feedbacks. Et pour le coup, bah, je l'ai dit sur Twitter là, à l'issue de l'événement samedi, c'est mon dernier coup de cœur majeur en termes de jeu, c'était oui, j'ai vu ton tweet. Oui. Et bah là, c'est Altered. Ouais, j'ai vu ton tweet. Je dirais pas la même chose parce qu'il y a Baldur's Gate 3 qui est sorti et ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un jeu. Mais par contre, comme toi, tu vois, Overwatch ça a été une explosion. Ensuite, pendant 10 ans, il n'y a rien eu. Enfin, 10 ans, depuis le 6 mai 2000, le 24 mai 2016. Ouais, donc ça fait 8 ans, grosso merdo, qu'on n'a pas eu un truc aussi stylé. Baldur's Gate 3 est arrivé. Pour moi, ça a été une giga cam. Et dans le monde du TCG, il y a eu quand même Flesh and Blood que j'ai pu tester, qui est effectivement incroyable. Genre, moi qui suis un gros joueur de Magic, j'avoue que waouh, j'ai pris une claque. Et Altred, eh ben, c'est la suite également. C'est un autre jeu, comme l'a dit Suri, où tu joues, tu te poses. Et une fois que tu as fini de jouer, tu te dis putain, mais le jeu, il a tellement de qualité et pour le moment, si peu de défauts que j'ai du mal à voir où ça pourrait mal se passer. Alors, sans te demander évidemment de break un NDA, mon cher sur replay, est-ce que tu sens que sur certaines demandes de ta part ou certains détails que tu as proposés à Equinox Studio, donc le studio français qui développe Altred, est-ce que tu sens que ta voix a porté et que quand on a fait le test samedi, il y avait déjà des petits trucs qui avaient changé ou pas du tout? Samedi, on était sur des démo decks et également sur d'autres cartes qui ne sont pas toutes révélées, mais sur une partie qui avait déjà été testée quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé un petit peu après, donc j'ai pas forcément eu d'impact sur celle-là. Après, je sais que à chaque fois, ils nous disent que nos retours sont vraiment ultra utiles et on va continuer d'en faire un maximum. Mais le truc où vraiment j'ai le plus aidé là, sur lequel j'ai vu le plus de trucs, c'était BGA, Board Games Arena là, où vraiment on a testé la version pour essayer de trouver tous les bugs possibles et imaginables et faire des rapports de bugs pour que ce soit corrigé et que ce soit le plus stable possible. Donc j'ai fait vraiment le travail de feedback où comme tous les autres, hein, on a tous testé, fait des games et tout de suite rapporté tiens ça marche pas, tiens ça marche pas, tiens on l'a testé sur un autre navigateur, sur un autre appareil, etc. pour s'assurer que là ce que vous avez sur BGA ce soit la version la plus à jour.
Ok, effectivement. Ok, je vois. Eh ben, c'est vrai que BGA, comme on l'a dit, on dit coucou aux nouveaux arrivants. Donc, je sais pas si j'ai dit bonjour à Aku, mais bonjour à Aku, bonjour Musica évidemment. Bonjour à Sinsei qui vient d'arriver. Bonjour Monsins, comment il va se à la Starclim. Bien sûr, bonjour Starclim. Ça ne sera pas dire qu'ils écoutent plus que Blizzard, comme le dit Miniboo. Oh oui, mais même un sourd écoute plus que Blizzard, si tu veux. Donc, à partir de ce moment-là. J'ai envie de dire, c'est vite vu. Bonjour HS qui vient d'arriver. Et bonjour également à toutes celles et ceux qui sont dans l'ombre et qui sont juste là, tranquillement, pour découvrir, en train de manger peut-être, ou en break, ou dans les transports en commun, ou quoi aux caisses, pour tranquillement découvrir ce jeu vidéo, ce jeu de cartes à collectionner, qui je sais pas si t'es d'accord avec moi, parce que je vais changer là la scène, pour que tout le monde puisse voir à quoi ressemble Altered avec ce qu'on a eu. Alors désolé entre guillemets pour la qualité, malheureusement j'ai pas de réflexe pour vous proposer un truc plus stylé, même mon sang portugais a fait ce qu'il a pu, et j'estime que c'est pas trop mal. De temps en temps, de toute façon, je prendrai les cartes pour vous les montrer de manière un peu plus proche. Mais voici à quoi ressemble Altered, que ce soit les cartes, les jetons, que ce soit la partie expédition. Et on fera une simulation. Alors, Suri peut rester qu'une petite heure, mais selon soit je continuerai solo, soit en 1 heure, on aura le temps de faire le tour. Mais quoi qu'il, en tout cas, sachez que ce jeu est en Kickstarter. Donc, tu as dit, Suri, demain à partir de 19 h, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. À 19 h, il sera lancé. Donc là, ce que vous pouvez faire en fait, c'est vous inscrire pour le Kickstarter pour être prévenu. Et en fait, à chaque fois, il débloque, à chaque fois qu'on passe des caps, ça débloque des petits giveaways qu'ils font sur leur Twitter et tout ça. Et après, donc demain à 19 h, ce sera vraiment le reveal total du Kickstarter avec tous les paliers et ce sera dispo pendant 1 mois. Et donc, vous aurez tout plein de contreparties, le classico-classique. Mais il y a déjà 10 000 personnes qui sont abonnées au Kickstarter. Donc ça c'est quand même assez conséquent. Ouais, effectivement, j'ai créé du coup, enfin j'ai créé My Balls, hein, je suis allé 2 secondes sur Nightbot et j'ai fait une commande. Il y a la commande Altered qui existe, et quand vous tapez pour l'exclamation Altered, eh bien vous avez le lien du Kickstarter qui apparaît. Je crois qu'on est même, on doit être aux 11 000, j'ai regardé tout à l'heure. Et je crois qu'on est même à 11 000 personnes qui attendent tranquillement tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à aller checker, que ce soit maintenant ou après les explications avec sur replay, de comment ça marche, pourquoi, comment. Et encore une fois, on vous le dit, on vous le répète, pour l'exclamation BGA pour jouer à Altered directement en ligne. Sur replay a testé le jeu via Board Games Arena, donc il nous dit qu'il est pas mal, il a fait les retours, on l'a écouté, ça s'améliorera au fur et à mesure, donc n'hésitez pas aussi avec le point d'exclamation BGA, j'essaie de le noter tant qu'à faire, voilà, juste là, si jamais vous voulez tester le jeu sur les internets, c'est littéralement possible aujourd'hui, et ce jusqu'au 5 février. Bonjour tout le monde, salut les nouveaux arrivants, vous arrivez pile poil du coup pour l'explication d'Altered. Ce jeu, voilà, c'est là où je voulais en venir sur replay, qui, j'en parlais aussi à Maxidan, il me disait, mais ça j'ai l'impression que c'était un jeu de cartes à collectionner, mais qui a une petite vibes de jeu de société. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, mon Suri? Je pense que c'est totalement le cas, hein. Vraiment avec tous les petits pions qu'il y a pour l'expédition sur laquelle il faut avancer, qu'on explicitera juste après, tous les jetons comme ça. Je pense que il y a vraiment une grosse vibe jeu de société. Ça m'étonne pas tant que ça, étant donné que la personne qui a créé ça, donc je sais pas s'il est aussi connu par son nom ou alors plutôt par les jeux qu'il a créés. C'était Régis Bonsé, qui est créateur déjà de pas mal de jeux de société comme Mysterium ou Seasons, et donc j'ai l'impression qu'il y a effectivement une petite patte jeu de société là qui s'est mis dans la boucle pour le jeu de cartes. Ouais, effectivement, moi je le connaissais pas, et malheureusement, et vraiment il y a no joke, hein, c'est juste pour l'anecdote parce qu'on est entre nous et que l'anecdote est marrante. Moi à chaque fois que je lis son nom sur Twitter, Insta et tout, je lis Régis Bonnefesse. Et c'est terrible parce que je me dis mais il s'appelle pas Bonnefesse le mec. Et du coup c'est Bonne C, tu dis? Bonne C. Bonne C, d'accord, parce que je lisais Bonnesse en plus, tu vois. Même moi, quoi qu'il se passe, j'écorchais son nom de famille, donc j'allais l'appeler Régis. Mais Régis Bonnessé que vous avez vu en interview chez Maxildan hier, une interview qui sera évidemment en replay sur sa chaîne, soyez-en sûrs. Donc du coup, avant d'aller plus loin dans les explications du jeu,
voyez qu'il y a une expédition, vous voyez qu'il y a des cartes qui sont regroupées par famille, vous voyez qu'il y a 2 jetons, vous voyez qu'il y a des jetons ici et un gros jeton pour savoir qui commence. Voilà, ça c'est spoiler alert, hein, je vous le dis. Il y a un truc qui nous saute aux yeux sur Replay, nous qui jouons à Pokémon, et même ceux qui sont présents dans le chat, hein, il y a beaucoup de joueurs de Pokémon, notamment Sidus, il y a des joueurs de Magic l'Assemblée, il y a des joueurs de Yu-Gi-Oh, il y a des joueurs de Dragon Ball, il y a des joueurs de Lorcana, enfin bref, il y a des joueurs de plein de TCG, quasiment tous les TCG du monde, et il y a un truc d'entrée de jeu qui diffère sur Altered, c'est ça. C'est le QR code. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce QR code sur Replay? Ouais, en fait, ce petit QR code, il va servir pour donc, ce qu'ils appellent l'application, mais ce qui est pour l'instant le site. En fait, avec Altered, vous allez scanner un QR code et ça va inscrire sur le site que vous êtes en possession de cette carte. Ça va être ultra important parce que c'est comme ça que vous allez ensuite pouvoir utiliser la mécanique du print and play, qui est un peu l'un des éléments centraux de Altered et de la proposition qu'ils font, et qui est assez nouveau dans le TCG. Donc, une fois que vous avez scanné votre petite carte, vous pouvez dire ah bah si jamais j'en ai besoin, tu vois par exemple j'ai 3 decks et j'ai besoin de cette carte dans 3 decks, et bah je vais commander une impression. Je vais dire bah j'ai besoin de 2 exemplaires supplémentaires de cette carte, donc ça va créer des proxys qui vont vous être livrés chez vous, et comme ça vous pourrez les mettre dans tout. Si jamais vous perdez une carte, bah vous pouvez la remplacer. Si jamais, parce que vous la possédez, vous avez scanné le QR code. Si jamais vous la prêtez à un pote, eh bah vous pouvez lui prêter. Justement, en tournoi, vous pouvez effectivement prêter une carte. Alors, il faudra voir au niveau de la propriété, parce que ça, c'est les petites lignes. Mais Ouais. normalement, tu pourras passer, tu vois, par exemple, le mec, il a perdu une carte, etc., que lui possédait, et bah tu pourras lui passer. Il y a juste, je crois, un point d'interrogation et qui a été plus ou moins répondu par Charles lors de son interview. Donc Charles, c'est un game designer du jeu qui était un sacré gros joueur de Magic l'Assemblée et qui parlait d'une autre mécanique, ce qu'on va appeler des cartes qui sont uniques. Et quand on vous dit qu'elles sont uniques, c'est qu'elles sont clairement uniques, hein. Vous avez une chance sur 4, 6, 8, 10, 12 boosters ouverts de tomber sur une carte qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Genre vraiment, vous allez par exemple avoir, tiens on va prendre cette carte là au hasard, boum. Vous allez tomber sur cette carte, voilà. Cette carte là elle fait ses effets. Donc elle a, je viendrai plus tard hein, sur ses effets, les coups de mana etc. Mais vous allez tomber sur cette carte là en version unique. Avec une illustration légèrement différente. Avec des capacités qui seront aussi légèrement différentes. Et cette carte unique, eh bien vous en êtes le propriétaire. Et vous ne pouvez pas passer cette carte à quelqu'un en tournoi. La carte unique, c'est votre carte à vous. Et pour pouvoir la jouer en tournoi, il n'y a qu'une seule personne, de ce que j'ai compris, qui peut la jouer en tournoi. Et si jamais, eh bien, quelqu'un d'autre veut la récupérer, c'est mort, parce que c'est vous le propriétaire. En revanche, vous pourrez vendre le droit de la carte à quelqu'un. Donc imaginons, ça c'est une carte unique. Moi, je ne joue pas en compétitif, je m'en fous. Ben, je vais la vendre à un compétiteur. X euros, après vous démerdez comment ça fonctionne, ça je ne sais pas. Du coup vous perdez la propriété de la carte, vous l'avez toujours en imprimé par contre, hein, si vous voulez pour la collecte elle est à vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer avec vos potes, il n'y a pas de problème. Par contre en tournoi, comme vous n'êtes plus le propriétaire, vous ne pourrez plus la jouer, ça sera la personne qui a récupéré vos droits qui pourra la jouer et qui pourra soit la voir en manière physique, soit comme l'a dit sur Replay, via le QR code, la réimprimer pour la voir chez elle. Et ça c'est une mécanique qui est sur je trouve assez qui tout double. Comme tu l'as dit, on n'est pas du tout habitué à ça dans le monde du TCG. Pour nous c'est simple, c'est t'achètes ta carte, elle t'appartient, tu la revends, tu machin, tu bidules. Mais il n'y a pas cette idée de QR code, de réimprimer. Oula, caméra qui galère un peu. Fais le point, petite caméra. Et surtout, et ça par contre c'est plutôt chouette pour nous, on va avoir l'idée de, eh bien imagine tu fais tomber du coca ou du jus d'orange ou de l'eau ou ce que tu veux sur la table et tu fumes ton deck. Et bien dans Magic l'Assemblée, c'est très simple, hein, t'as perdu toutes tes cartes, faut tout racheter, ça casse les pieds. Et bien dans Altered, c'est simple, hein, tu vas dans ton panier, comme t'as scanné tous les QR codes, bah t'as toutes les cartes de ton deck qui sont, ou du pastis effectivement, comme dit Sicarius. Et bien tu vas dans ton panier, tu dis bah, j'ai ça, je veux en x3, x et ton deck, du coup, ils vont le réimprimer. Alors ça va pas être gratuit, hein, mais tu vas réimprimer pour pas grand chose tout ton deck.
t'auras pas besoin de racheter les cartes à l'unité, sachant que dans Magic, il y a des cartes qui valent 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Donc si tu bousilles ton deck très très vite, tu peux faire un prêt à ta banque pour acheter tes cartes. Là, avec Altered, je dis de la merde, hein, mais ça se trouve, tout ton deck va te coûter 20 euros. Et oui, t'as fait tomber du coca, mais 20 euros versus 500, la question elle est vite répondue. Ah bah clairement. Et à vrai dire, c'est vrai parce que je le vois aussi dans le chat. Il y a des éléments que nous, on ne sait pas encore hein, sur le fait que, bah tiens, pour la revente, pour les échanges, etc. Tous ces petits détails-là, on n'a pas forcément encore tous les détails de comment ça va fonctionner parce que le print and play, ça reste quelque chose d'assez nouveau et qu'un impact ça va avoir. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que de 1, le QR code, moi je l'avais vu effectivement quand je suis arrivé, j'ai fait le premier playtest. Je suis arrivé, j'ai fait les QR codes. Alors, ça fait un peu tâche sur la carte. Mais no joke, en allez, 30 minutes, tu l'oublies. Tu ne vois plus du tout Ouais, le c'est QR clair, code. c'est clair. Et c'est un truc vraiment qui est out. Et il faut se dire aussi que sur tout ce qui est marketplace et compagnie, donc ils auront ça sur leur site. Et il faut se dire que les mecs, ils ont vraiment pensé le truc de A jusqu'à Z, hein, dans le sens où le Je te niveau laisse de continuer détail. à meubler, j'ai un petit truc, donc je te laisse meubler. Tant que tu me vois pas à l'écran, meuble mon sur replay, je compte sur toi. Pas de souci, je te fais ça. Mais c'est vrai que le sens du détail qu'ils ont là-dessus, il est assez poussé parce que par exemple, là je pense qu'il y a Siadus, tu nous dis dans le chat, je pense que tu penses au moment où tu sais il y a le check des decks avant les compétitions. Bah ça, ils ont pensé jusque là, c'est-à-dire que ils se sont dit ok on met un QR code sur nos cartes, mais vous allez avoir une fonctionnalité qui permet de scanner ultra rapidement toutes vos cartes. Donc, c'est-à-dire que tu ouvres ton booster et en fait, tu as un scan. Tu vois, sur Pokémon, généralement, c'est tu scannes une carte, bim, ça met le code, et ensuite, etc. Eux, ils ont facilité, c'est-à-dire que tu passes limite ton écran, ça focus, ça a pris le QR code, c'est bon, c'est validé. Tac, 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 et en 30 secondes même pas, tu as scanné tous tes QR codes et ils ont pensé à ce niveau de détail là et notamment sur le deck check. Charles, là dont parlait Adi tout à l'heure, Ouais. c'est un mec, il a fait du MTG à très haut niveau et c'est le genre de truc qu'ils ont pensé. Donc je suppose que niveau marketplace revente autour du print and play, ils ont pensé jusqu'au bout le truc. Ouais, et c'est vrai que à voir en tout cas ce que ça va donner, c'est une autre façon de consommer du TCG, c'est une autre façon de pour la revente. Il y a un côté NFT, ça c'est clair, hein, d'être propriétaire numériquement de quelque chose que tu peux dupliquer à l'infini, mais que tu peux revendre à une personne, mais du coup tu perds le droit de ta carte. Donc pareil, ça c'est une autre gymnastique qu'il va falloir avec laquelle il va falloir s'habituer finalement, si jamais vous voulez jouer à Altrade. Mais en tout cas, je trouve ça cool. T'as ton application, t'as ton compte, tu scannes. T'as tout ton deck, toutes tes cartes elles sont là. Franchement, c'est cool. Et après, effectivement, quand tu fais des openings, comme le QR code peut se scanner aussi via un écran, hein, ça va être au créateur de contenu de faire attention, puisque j'ai l'impression que c'est un peu le shotgun à celui qui scanne le bail, qui récupère les droits. Donc effectivement, va falloir faire attention. Va falloir faire attention à ça. Voilà. Après, quand on ouvre des boosters dans la rue, il n'y a pas de souci, il n'y a pas quelqu'un derrière votre épaule qui va prendre en photo votre carte. Mais par contre, si on fait des openings, si Suri fait des openings, si je fais des openings, si machin bidule, ça par contre, effectivement, il va falloir soit imaginer des sleeves qui cachent le QR code. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Tu fais des sleeves spéciales Altrade pour comme ça, quand tu ouvres tes cartes, tu la mets directement dans la sleeve et tu la poses. Et ici, tu as le logo de la faction à la limite. Soit, eh bien, quand tu montes la carte, tu fais ça. Voilà. Mais en tout cas, en jeu, comme l'a dit Suriplay au tout début, il est vrai que tu t'oublies le QR code, tu ne le vois pas. Au bout de même pas une demi-heure, hein, au bout de 10 minutes, pour moi, j'avais plus de QR code. Littéralement. Si l'impression est super, Kali, ouais, en vrai, là, nous, les cartes qu'on a reçues, on a reçu un deck. Ça, je pense que c'est les decks plus ou moins de base qu'on a reçus. Et on a joué aussi avec d'autres cartes qui ont été imprimées un peu à la ZOB parce que justement la société qui va imprimer les cartes en reprint n'était pas encore en place pour l'event. Mais en tout cas, quand je prends une carte là maintenant comme ça de base, la carte est ultra qualitative. Il n'y a pas de galère, c'est aussi bien qu'une carte Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Donc je pense que la reproduction en masse Icarus, pour te répondre par rapport à ta question qui est hyper importante, hein, je pense que le reprint t'aura la même qualité. Ça m'étonnerait, je sais pas ce que t'en penses Suri, mais j'imagine mal Altered dire, bah voilà, on vous propose cette solution,
mais les reprints que vous allez avoir seront moins bons que les originaux. Pour moi, s'ils font ça, c'est du foutage de gueule, tu vois ce que je veux dire? Ah, clairement, ce sera la même qualité, ça y a aucun souci à se faire. Je pense que pour eux c'est une évidence de le faire parce que il y a pas mal de joueurs de Magic ou d'autres TCG dans leur rang là chez Equinox et les mecs, je peux t'assurer que c'est nous on est des collectionneurs. Eux ils sont, enfin tu vois là c'est des collectionneurs qui sont inside, tu vois, qui sont vraiment dedans et qui vont dire tous les aspects de leur point de vue personnel. Mais c'est vrai que là, la qualité, en plus, apparemment, c'était pas tout à fait la qualité définitive. Là, vous voyez les cartes qu'on a là, c'est pas encore la qualité définitive, parce qu'effectivement, la société qui va imprimer tout ça, apparemment, d'après Charles, je crois, dans l'interview avec Val et PL, c'était notamment qu'ils ont fait en sorte que la société qui imprime tout ça ait des imprimantes spéciales pour Altered. Tout à fait, tout à fait. Genre, il y a un investissement de la part de cette société qui investit spécifiquement dans des imprimantes pour Altered. Donc, c'est pour ça que on est plutôt confiant, hein, grosso modo. Moi, ça me paraît plutôt bien pensé en l'occurrence. Et en vrai, les gens qui bossent là-dedans sont tous des putains de passionnés. Genre vraiment, c'est des gens qui aiment les jeux de cartes. C'est des gens comme l'a dit Suri qui ont fait du Magic ou du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, etc. à haut niveau. Et qui voulaient vraiment donner le meilleur des deux mondes. Donc je pense que là-dessus, normalement, ne devrait pas trop y avoir de soucis. On n'a pas le prix, je crois, sur replay des boosters et des decks. Je les ai pas vus moi perso. Ah, vas-y, dis-moi alors, moi je le connais pas. Alors, de mémoire, si ça n'a pas changé, normalement ce sera 4 € le booster et ce sera 15 € les starter decks. D'accord, ok. Donc on est pas très cher. On n'est pas très cher puisque du Lorcana, je crois qu'un deck de démarrage c'est 20 € de mémoire, 20 ou 25. Donc là on est moins cher et un booster 4 €. C'est moins cher que Magic, puisque Magic on est passé à 4,50€, peut-être 5 € avec les boosters de jeu. Bon, Pokémon ils sont horriblement chers, ça c'est la base. Donc 4 balles, on est en plus sur un tarot qui est pas si cher que ça en vrai. Ouais, franchement c'est très honnête et Charles il en parlait, il voulait absolument que ce soit, tout Equinox voulait que ce soit à 4 € le booster. Il y a eu des négociations et tout ça pour éviter que le booster passe à 5 €, mais là ce sera à 4 € et effectivement 15 € le deck de démarrage. Alors attention parce que là c'est les prix retail. Ce qui va être dans le Kickstarter demain, forcément les prix seront pas les mêmes parce que ce sera juste des étapes, enfin des contreparties d'un Kickstarter, hein. Donc la value sera différente, mais normalement commercialement une fois que ce sera dispo en août et ce sera dispo en français, ce sera 4 € le booster et 15 € le deck de démarrage. Très très chouette. Et il y avait une question d'Akuma qui me disait bah oui, pourquoi c'était en VO et pas en VF. Faut savoir avec sur replay, il y avait énormément de personnes qui étaient italiennes, qui étaient, je me demande s'il n'y avait pas un américain qui était là d'ailleurs. J'ai joué contre lui d'ailleurs. Je crois qu'il faisait partie de ma team justement, des Muna, de la faction des Muna. Il y avait des Américains, des Anglais, des Italiens, des Allemands, et donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on a joué avec des cartes en anglais et pas en français. Voilà, tout simplement. Mais comme l'a dit sur replay, il y aura bien une impression française, donc là-dessus, pas de galère. J'ai quelques interrogations sur le business model final. Combien ça coûte la réimpression, pour combien je réimprime un booster? Alors, je ne connais pas les prix des réimpressions. En revanche, de l'interview qu'il y a eu encore une fois avec Val et PL, je crois que Charles parlait pour réimprimer des cartes, il faut qu'il y ait au moins 20 cartes dans le panier. Quand tu as 20 cartes sur le panier, ils peuvent imprimer, parce que s'ils impriment à l'unité, en vrai, ça va... Enfin, t'imprimes un peu dans le vide, tu vois. Faut faire des planches de 20 €. Enfin, des planches de 20 €, pardon. Des planches de 20 cartes. Et après, t'y vas. Et pour le prix, je ne sais absolument pas combien coûte la carte en réimpression. Normalement, ils veulent que ça soit pas cher parce qu'ils disaient, mais en fait, on réimprime du carton, tu vois. Donc, c'est du carton. On va pas te vendre un booster au prix d'une carte, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais je ne connais pas les prix. Roevan parle de 1 ou 2 € la carte. Entre 1 et 2 €, il y a quand même un sacré prisme. Tu me dis 1 € la carte, je dis ok. 2 € la carte, je dis c'est un peu cher. Donc voilà, moi personnellement je n'ai pas le prix. Peut-être que Suri, toi tu l'as, le prix de la réimpression d'une carte. Je l'ai pas non plus. Ok, donc ça reste un point d'interrogation entre 1 et 2 €. Pour moi, plus ça se rapproche du 1 c'est faire, plus on va haut, moins c'est faire. 2 €, je trouve ça cher pour l'impression d'une carte. 1 €, je me dis c'est ok, ils l'ont dit hier, mais pas de certitude. Ok, donc si pas de certitude, on n'ira pas plus loin. Mais voici globalement Altered dans son économie, avant même de parler du jeu.
Comment ça va se passer. Avant de parler du jeu, il reste aussi un dernier point, parce qu'on a parlé du QR code, on a parlé de la spécificité du fait qu'on puisse réimprimer ses cartes, de cette sorte de propriété intellectuelle en mode NFT, etc. etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de quelque chose nous, qui nous anime sur Replay depuis des années et des années, c'est le mode compétitif, puisque Adius en parlait, à quel point ils ont envie d'un circuit compétitif. Et bien ça, normalement, c'est évidemment d'aller back sur moi j'avais entendu pour 2025. Ouais, c'est ce qu'avait dit Charles sur l'interview avec Val et PL, et c'est quelque chose qu'on nous a répété aussi durant l'événement, parce on en parlait, tout ça, des compétitions, parce qu'on a fait un petit tournoi sur place avec les gens qui étaient sur place, qui était très très fun d'ailleurs, et Ouais. ils nous ont dit 2025 pour l'organize play et tout ça, pour se laisser le temps de déjà lancer le jeu, étant donné qu'il va sortir en août, forcément on sera déjà bien entamé sur 2024, et après on suppose que les communications arriveront assez vite. Peut-être éventuellement il y aura déjà quelques tournois, certainement dans des boutiques, dans des bars ou dans des trucs comme ça. C'est pas impossible, mais après l'Organize Play pour 2025, on ne sait pas du tout encore quels sont leurs plans là-dessus. Ils en ont pas communiqué, mais pour l'instant la prio pour eux c'est le lancement. Ouais, exactement. Lancement en priorité et ensuite on passera du côté compétitif. Mais comme on vous l'a dit, hein, il y a des gens qui ont un sacré niveau compétitif sur d'autres jeux de cartes à collectionner. Et bah, la compétition, c'était pour eux logique de l'intégrer dans Altrade. Même si au début on se focus sur le lancement, on se focus sur le côté grand public. Parce qu'au même titre que l'Orcana, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à des partenaires de vie, qu'ils soient hommes ou femmes, à des enfants, à des neveux, des nièces, à des oncles, des tantes, à des gens qui ne sont pas forcément au fait de jouer à des jeux de cartes, comme ce qu'a permis l'Orcana. On va pas se le cacher, hein, l'Orcana ça a pas mal démocratisé aussi les jeux de cartes. Bien, Altrade pour moi part dans cette mouvance de pouvoir ouvrir les jeux de cartes à collectionner à beaucoup plus de personnes que si on te disait, par exemple, là il y a Dragon Ball, le jeu de cartes qui se fait une sorte de refonte Dragon Ball Super, tu vois, dans l'esprit. Bon, bah ça reste toujours aussi pour moi obscur à regarder. Et si t'es pas un gars qui connaît les TCG, monsieur et madame tout le monde vont pas regarder ce que c'est. Altrade, honnêtement, en plus, on n'a pas parlé de la DA, mais la DA est incroyable, hein, les illustrations sont folles. Honnêtement, sur Replay, n'importe qui peut comprendre le jeu, y jouer, prendre du plaisir. Il n'y a pas besoin d'être un pro du Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon ou de Magic pour kiffer jouer à Altrade. Ah vraiment pas, hein. C'est un truc, en fait c'est assez simple, hein. C'est que une fois que tu as compris le truc et que on a répondu à toutes tes questions, bah je sais pas, en 1 heure tu as compris comment jouer, et ça commence à aller tout seul, et progressivement tu vas de plus en plus vite pour tout ça. Donc après c'est effectivement comme tu le dis, Monsieur Duss, easy to learn, hard to master, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de profondeur dans le jeu, malgré son accessibilité initiale. Il y a énormément de profondeur dans le jeu, et c'est un truc il y a un truc qui est bien, et que moi c'est aussi pour ça que j'ai un gros coup de cœur sur Altered. C'est que j'ai un problème avec les jeux de cartes aujourd'hui. C'est que j'ai généralement besoin d'avoir un peu une vision d'ensemble. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des TCG aujourd'hui, il y a tellement de cartes, tellement d'historiques, etc., que c'est compliqué de vraiment rentrer dans un TCG aujourd'hui, un TCG bien implanté, Ouais. et vraiment de se familiariser avec absolument toutes les cartes qu'il y a, etc., et de le jouer, et d'avoir c'est de dire ok, la méta c'est ça, mais il y a peut-être cette carte là que tu connais absolument pas qui est là. Et là avec Altern, en fait la différence c'est que c'est un peu comme sur Overwatch, c'est-à-dire que chaque héros est différent. Et bah là c'est la même chose, chaque faction est vraiment différente dans ses mécaniques, dans sa manière de jouer, dans son approche, et c'est ce qui fait que dans ta tête tu te fais une représentation. Ok, tel deck il fait ça, tel deck il fait ça, mais d'une facilité, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que tu te perds pas. Très vite, tu vas pouvoir trouver des mécaniques qui te plaisent. Et ça, c'est vrai que c'est cool parce que, effectivement, comme le dit Musica, Starklim, rentrer dans un jeu de cartes aujourd'hui, dans un TCG, c'est pas forcément très friendly. Là, Altrade, il y a ce côté familial, le côté aussi simple. On va vous expliquer les règles là dans les minutes qui suivent, qui font que ça va rouler tout seul. Avant de parler des différentes factions que vous voyez ici, puisqu'on a 6 factions avec leurs propres cartes et leurs propres spécificités, on va vous expliquer avec Suri comment qu'on fait pour jouer à Altrade et comment qu'on fait pour gagner
Parce que Altered, ça reste un jeu de duel, ça reste du 1v1. Même si vous pourrez y jouer en multi. Ils ont fait des règles en multi pour jouer en... Je sais pas si c'est du 2v2 ou du free for all 1v1, v1, v1. Mais en tout cas, samedi, Marie Grandjeu a joué en multi. Et elle s'est pas mal éclatée. Mais grosso modo, la particularité d'Altred, c'est que c'est une course, en fait. C'est pas un combat. C'est pas vous allez jouer votre carte Pikachu qui se bat contre Salamèche. C'est pas Aragorn qui va jouer contre Sauron dans Magic. C'est pas dans Hearthstone ton gobelin qui va jouer contre Arthas, etc. etc. Il n'y a pas cette dualité frontale de je dois te casser la gueule. Sur replay, dans Altered, en fait, c'est une course qui se joue entre deux joueurs, certes, mais la dualité n'est pas exprimée de la même manière. C'est ça, en fait, ce que vous avez et que vous le voyez là sur l'écran d'Adi, c'est vous avez un héros et son compagnon. À chaque fois, c'est des duos, donc il y a tout un lore autour de ça, tout un univers. Et en fait, vous le voyez à l'écran, il y a ce terrain d'expédition avec ces deux petits jetons. Vous avez un jeton compagnon et un jeton héros. Et vous le voyez sur les différentes cartes. Vous avez une ligne, d'un côté, ce sera l'expédition du compagnon, l'expédition du héros. Et en fait, ces cartes là au centre, c'est là-dessus qu'on va avancer nos jetons. En gros, c'est organisé de façon à ce que ce soit une journée. Et au début de la journée, donc on fait nos petits effets, etc. On joue nos cartes pour faire avancer notre expédition comparée à son adversaire. Et vous voyez, on a 3 terrains qui sont la forêt, la montagne et l'eau. Et en fait, en fonction de là où se trouve votre pion, cela va dire ok, donc dans ce terrain ici, là par exemple c'est deux cartes initiales, vous êtes dans n'importe quel terrain et donc il faut avoir la stat la plus haute comparée à votre adversaire pour pouvoir avancer à la fin de la journée dans ce terrain et dans une expédition précise, parce que il y a 2 expéditions, il y en a une à gauche, il y en a une à droite. Donc là, ça c'est clair, il faut avoir plus de patates sur l'un des terrains que son adversaire pour avancer. Et on va prendre un petit exemple. Imaginons, on joue les verts face aux violets. On va jouer les Muna face aux Izmir. Et on va avoir des cartes de créatures. Hop les. Est-ce que j'ai un truc... On va faire ça plutôt. Je vais prendre cette carte-là. Et là, je vais prendre... Où est-ce que je peux... Où est-ce que c'est asymétrique? J'aimerais bien un truc asymétrique pour vous montrer comment ça fonctionne. Ah, voilà. Voilà, là, parfait. Là, j'ai les deux. C'est peccable. On est peccable bien, mon Suriplay. Donc, comme l'a dit Suri, vous avez le choix entre l'expédition qui est ici, l'expédition qui est là. Grosso modo, il y a une expédition qui est celle du héros, l'expédition qui est celle du compagnon. En plein milieu, caché par cette carte, vous avez là où vous positionnez votre héros. Il faut se dire qu'en fait, vous avez ce tapis pour vous, ce tapis de la même manière en fait du côté de votre adversaire, et qu'en fait entre les deux tapis vous avez les différentes expéditions à gérer. Tu vois, grosso modo ça ressemblerait à ça. Tu vois, je vais essayer de bien faire les choses. Je vais baisser le bail, ensuite j'enlèverai tous les decks pour vous montrer un peu le tapis dans son ensemble. Mais grosso modo ça ressemblerait à ça. Quand vous mettez des cartes ici, c'est pour faire avancer le héros. Quand vous mettez des cartes ici, c'est pour faire avancer votre compagnon. Et ce qui se passe, c'est que il faut juste avoir un nombre plus fort que son adversaire. Imaginons, je joue cette carte-là, chez les verts. Voilà, une carte qui a 3 de forêt, 1 de montagne et 3 d'eau. Je la mets dans la partie héros. Et mon adversaire, il joue cette carte-là, qui a 3 de forêt, 2 de montagne et 2 d'eau. Et comme moi, finalement, il met dans la partie héros. Là, ce qu'on peut voir... c'est qu'on a une égalité en forêt. Il me bat sur la montagne. Et moi je le bats, imaginons que je joue les verts. Et moi je le bats sur l'eau. Et bien sur replay, qu'est-ce qui va se passer quand on voit ces stats? Et ben là on va regarder dans quel terrain on se trouve. Là par exemple imaginons on est sur on est le au terrain départ. initial. Ouais. Alors on est au tout départ, donc là c'est les 3 stats qui comptent. Donc c'est à dire que dans le terrain forêt 3-3, personne n'avance. Dans le terrain de la montagne, ce sera mon adversaire qui avance, puisqu'il a 2 et moi j'ai 1. Et dans l'eau, ce sera moi qui avance, puisque j'ai 3 et lui il a 2.
donc ça veut dire que les 2 expéditions vont avancer à la fin de la journée. Et imaginons que moi je garde ma carte, tu vois, je garde ma carte, mais que en face, ce petit bâtard, en fait, eh ben, il avait cette carte-là à la place. Imaginons que le gars, il m'éclate sur 2 zones sur 3. Qu'est-ce qui se passe quand ton adversaire est plus fort sur plus de zones? Eh ben, ça veut dire que ton adversaire, il va avancer et toi, ton expédition ne va pas avancer. Est-ce que en me battant 2 fois, il va avancer 2 fois? Non, il n'avance qu'une fois. Tu ne peux avancer qu'une fois ton expédition par jour, sachant que donc tu as, on le rappelle, 2 expéditions. Donc une expédition peut avancer une seule fois par jour. Donc il peut arriver des cas où, par exemple, ton expédition de ton héros va avancer et ton expédition compagnon va avancer aussi à la fin de la journée. Mais ça n'avancera que d'une case maximum. Imaginons que vous balayez votre adversaire, vous mettez 2 cartes comme ça à gauche, 2 cartes comme ça à droite. Vous êtes le roi du pétrole, vous l'écrasez partout sur toutes les stats, c'est la folie. Eh ben, on s'en fout. Vous avancerez que d'un seul pion ici et un seul pion ici. Et imaginons du coup que... Allez, on va dire qu'il m'a laissé tranquille mon adversaire. Moi, je suis tout seul, je vais avancer mon jeton héros ici. Et lui, eh bien, il va avancer son jeton compagnon. Là, on voit que les biomes ont changé. On voit qu'il y a des choses qui sont différentes qui sont apparues sur le terrain. On voit que la carte est coupée en 2. Sur replay, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que donc effectivement les cartes étaient face cachée parce que c'est justement pour dissimuler, éviter des stratégies un peu alambiquées dès le début. Mais surtout, ça veut dire que maintenant, on ne va pas se battre dans les mêmes terrains. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, mon adversaire qui a avancé, il va se battre dans les statistiques de l'eau et de la forêt. Donc, pour lui, l'important, ça va être ces 2 statistiques s'il veut pouvoir avancer le terrain montagne juste après. Et ce seront ces 2 statistiques qui seront le plus importantes pour lui pour pouvoir avancer. Mais la question aussi, c'est quid de moi qui n'ai pas avancé dans mon expédition? Eh bien, c'est simple. En haut, par exemple, à gauche, sur l'expédition du héros, je suis toujours au départ avec les 3 terrains. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis susceptible d'avancer dans ces 3 terrains. Donc imaginons, mon adversaire me bat en forêt et en eau puisqu'il a focus ça, mais si moi j'ai une bonne stat de montagne, eh ben mon expédition peut quand même avancer parce que je reste dans un terrain de montagne. Ça, c'est quand tu as le choix pour 2. Et vous l'aurez compris, pour l'autre, eh ben, là, il n'y a pas trop le choix. Mon sur replay, il y a un seul biome qui apparaît. Lui, il doit coller la max en eau. Sinon, bah, c'est cuit pour lui. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, et c'est ainsi en fait que vous allez créer votre avancée. C'est ainsi que vous allez retourner les cartes. Et pour gagner, il faut que les 2 jetons, héros et compagnons, se rejoignent ou même se dépassent. Et c'est ainsi que la partie s'arrête. Voilà. Genre, vraiment, ça a l'air... Alors, honnêtement, ça a l'air d'être compliqué comme ça, mais je vous assure que il faut juste se dire que tu mets des cartes, tu regardes leurs statistiques, et si tu as plus de forêt, de montagne ou d'eau, tu avances selon le terrain où tu es. Voilà. Si on veut résumer les règles simplement, c'est pour gagner, les jetons héros et compagnons doivent se retrouver à un endroit, n'importe lequel. Tu peux faire ça et t'as gagné, tu peux faire ça et t'as gagné. Bon, mathématiquement, entre guillemets, bon, le milieu est quand même beaucoup plus simple, donc il faut qu'ils se rejoignent ou se dépassent. Imaginons, les 2 jetons sont ici, toi tu bats ton adversaire sur les 2, bah, t'avances là. Les jetons se sont dépassés, mais ils se sont quand même rejoints à un moment, donc on va dire que la game elle est scellée. Mais vraiment, s'il faut simplifier ça le plus possible, le but d'Alteret, c'est que le jeton de héros et de compagnon se rejoignent sur l'une des expéditions. Et pour avancer dans les expéditions, il faut avoir le plus de ressources que son adversaire. Voilà. Et ça, c'est... Je pense qu'on... Est-ce qu'on peut résumer de manière plus simplement, Suri? J'ai l'impression que là, je peux pas faire plus simple.
Je pense qu'on peut pas faire vraiment plus simple. Et c'est pour ça qu'on vous invite à autant aller jouer sur Board Games Arena, parce que vous pouvez tester le jeu et comprendre. Et en fait, c'est en jouant vraiment le jeu que vous allez arriver à capter la mécanique. La gestion des égalités, en gros, c'est si jamais les deux jetons de ton adversaire et tes deux jetons se sont rejoints, il y a tout un système de prolongation qui va se mettre en place. Voilà, on le voit ici avec les deux jetons de chaque côté. On est dans n'importe quel terrain et il faut surtout avoir la plus grosse stat. Je crois que de mémoire, les règles, parce que j'ai très peu eu le cas, mais je crois que la règle c'est tu dois avoir la plus grosse stat cumulée Je crois que c'est au ça, travers ouais. de tes deux expéditions. C'est ça. Alors sachez que Aku nous dit, mais ça doit arriver souvent de faire des égalités. Alors moi j'ai fait 10 games, j'en ai fait aucune des égalités personnellement. Donc ça peut arriver, mais j'ai pas l'impression que ça soit le truc le plus commun. Mais évidemment, rassurez-vous, il y a une gestion de l'égalité pour qu'à la fin il y ait un vainqueur. Là-dessus, y a pas de souci. Euh, Alors, je avant. réponds Ouais, à vas-y, quoi vas-y. aussi. Vas-y. Vu que tu avances des deux côtés en même temps. Alors justement, le fait est que tu peux avancer enfin, tu peux avancer des deux côtés, bien sûr, à la fin d'une journée, si jamais tu as réussi à battre ton adversaire. Ton adversaire, il va pas bouger, mais tu peux avoir aussi, et c'est très souvent le cas, des situations où tu vas avancer d'un côté, mais pas de l'autre. Tout à Donc, fait. c'est un peu à deux vitesses, ou alors tu décides de bloquer ton adversaire et simplement l'empêcher d'avancer et de match un peu ses stats dans le terrain concerné. Et ce qui fait que tu vas pas forcément avancer non plus. C'est aussi toute cette mécanique qui va se mettre en place. Ouais, totalement. Grosso modo, on vous a donné les règles du jeu dans son ensemble. Là, Suri, je crois qu'il te reste 10 petites minutes avant de devoir bouger. C'est ça. On va vous expliquer les différentes factions qui existent et ensuite, je vous montrerai un pseudo début de partie en vous montrant la réserve, en vous montrant les permanents, en vous montrant combien de cartes on doit piocher, etc. etc. Là, pour le coup, comme il reste 10 minutes, je vais demander à Suriplay eh bien, peut-être de nous présenter quelques decks, peut-être en commençant celui que tu veux, finalement. Ouais, bah écoute, je vais commencer à gauche, notamment avec le deck qui s'appelle de la faction Muna. Allez, Donc là, vous voyez deux personnages, donc il y a le héros et son compagnon, sachant qu'il y aura plusieurs héros et compagnons par faction. Donc avec des mécaniques différentes parfois. tout à fait. Et vous avez donc un deck qui est centré un peu sur la nature. Vous allez avoir beaucoup de choses qui se jouent avec des boosts, c'est-à-dire des plus 1 qui vous donnent +1 littéralement à toutes vos stats d'un personnage. Donc vous le voyez là par exemple le premier personnage que je vais jouer durant l'après-midi, donc je rappelle, hein, on est sur un format un tour entier, c'est une journée. En gros, ça gagnera un boost de +1. Et vous allez avoir beaucoup de cartes qui vont permettre de booster les stats de vos créatures. Et la deuxième mécanique qui va être essentielle dans ce deck, c'est aussi l'ancrage, ce qu'on appelle Anchored, que l'on voit pas forcément, là tout de suite, mais c'est quelque chose qui va permettre d'éviter que votre carte aille en réserve à la fin du tour. Parce qu'à la fin du tour, à la fin d'une journée, tous vos personnages, etc., vont dans la réserve. Et vous ne pouvez avoir que 2 places dans cette réserve. Si vous sortez une carte, par exemple, vous dites, bah tiens, je joue depuis ma réserve, hop, une carte, elle aura un petit attribut qui s'appelle Fleeting, et qui veut dire que à la fin du tour, à la fin de la journée, elle sera complètement défaussée. Donc là, Anchor, ça vous permet d'éviter ça vous permet de garder une carte sur une des expéditions pour un jour de plus, et ce qui permet aussi d'avoir des créatures boostées comme ça qui vont rester en place et qui vont faire la force de ce deck. Ouais, et vous n'aurez pas besoin de repayer le coup. On reviendra plus tard. Là, on parle vraiment que des factions. Mais évidemment, pour jouer des cartes, que ce soit des cartes de permanent, enfin de caractère de personnage, que ce soit des sorts ou que ce soit des cartes de permanent, il faut payer le coût de mana. Et quand vous avez une carte qui est ancrée, donc avec la capacité Anchored, vous n'avez pas besoin de payer le coût de mana de la carte, elle reste là un tour de plus. Et c'est ça effectivement qui fait la force
et la spécificité de la faction des Muna, la faction des Vertes. Est-ce qu'il y a tu fais les explications tant que tu peux rester, mon Suri. Est-ce qu'il y a un autre deck que tu veux expliquer? Ouais, j'en ai un que j'ai pas mal joué ce samedi, c'était le deck Axiom, donc Sierra et je n'arrive plus à lire, mais qui est le deck marron. Oddball. Oddball. Donc là, c'est un deck qui est centré autour de la mécanique avec une petite atmosphère un peu steampunk. On est sur des ingénieurs qui créent des machines et en gros, ce deck il va tourner autour de la création de ce qu'on appelle des brass bugs. C'est en gros des tokens, des personnages, enfin des non-personnages, mais des brass bugs 2-2-2 qui vont avoir donc 2 de stats dans chacune de chacun des terrains et qui vont être le fer de lance de voilà, le petit token qui va être le fer de lance de ce deck. Il va falloir en créer un maximum parce que ça va vous créer une défense et une attaque assez importante au fil du temps et ce qui va vous permettre de scale énormément. Et vous allez pouvoir aussi ajouter des cartes qui vont créer ce genre de token de manière récurrente. Vous allez pouvoir en créer également via d'autres cartes, donc des cartes de terrain par exemple. Elle repose beaucoup sur le terrain, hein, ce deck. Et également des boosts qui peut y avoir. Je pense notamment à un personnage qui va pouvoir mettre un +1 à tous vos robots. Et donc là, vous voyez un peu où je veux en venir. Vous avez créé, je sais pas, 2 brass bugs d'un côté, 2 brass bugs de l'autre. Vous mettez cette carte-là, hop, +1 à tout le monde. Et c'est la fête du slip, c'est parti. Ouais, ça peut très vite snowball en fait. Et il y a justement ces fameuses cartes de permanent qui vous permettent, eh bien tout simplement. Alors ça, les cartes de permanent, c'est des cartes comme elle l'indique, hein, qui restent tout le temps sur le board. J'y reviendrai plus tard. Et en fait, cette carte là, c'est simple, hein, tu l'as en début de game. Ben, elle te dit, voilà, il y a 3 marqueurs dessus au début de ton entretien, donc at noon, donc à midi si je dis pas de bêtises. Tu peux payer 1 de mana et tu vas jouer pour 1 le fameux brass bug. Tu vas créer une 2-2-2 sur le terrain. Donc autant vous dire que la plus-value est assez énormissime quand tu débutes et que tu mets ça. Et merci beaucoup Weekend pour le sub. Merci beaucoup mon frérot. Installe-toi confortablement, on est en train de parler d'Altered, de vous expliquer Altered avec le bon vieux sur replay. Donc voilà, vous comprenez bien que la partie Axiom, elle, va plus être basée sur, comme l'a dit Suri, le côté mécanique, le côté steampunk, le côté je mets plein de robots pour pas trop cher, même s'il y a des cartes qui valent très cher. Une fois qu'elles sont posées, si on les maîtrise pas, ça fait un snowball de cartes assez énervé. Et la petite touche effectivement qui fait plaisir d'avoir un boost global qui fait que vous allez submerger votre adversaire et même parfois le surprendre. Est-ce qu'il y a un troisième deck que tu veux présenter, mon Suri? Ouais, je vais le faire un peu plus rapide, peut-être pour donner Ouais. un petit mot sur chacun. Vous avez notamment le deck Bravos tout à droite, avec la thématique du feu, qui va être un deck ultra agressif, une faction très agressive, qui va avoir énormément de puissance de feu en matière de stats, et qui va être très... vous voyez le Zerg Rush sur StarCraft 2? C'est exactement ça avec Bravos. Vous envoyez tellement de patates dans la tête de votre adversaire qu'il va avoir beaucoup de mal à vous contrôler. Mais c'est un style de jeu assez agressif qui est vraiment accessible, donc qui fait partie des decks que moi je recommanderais pour quelqu'un qui veut tester le jeu. C'est très sympathique à jouer parce que vous sentez que vous avez énormément de puissance, et ce dès le début avec des petites cartes. Vous avez également ce petit token qui est en gros le compagnon, et en fait à chaque fois que vous jouez en premier, vous allez pouvoir avoir ce petit token 2-2-2 automatiquement dans votre expédition compagnon. Ouais, c'est gratuit. Il y a le Ratatoskr qui est la mascotte, hein, des Bravos et qui est peut-être même une des mascottes d'Altered sur Replay. Je sais pas ce que t'en penses, mais cet écureuil, c'est honnêtement une mascotte. Et en vrai, tu vois, c'est exactement ce que Suri dit. Lui, c'est simple, hein, voilà. C'est une 1-1-1. Donc c'est pas dingus, hein, mais si tu le joues depuis la réserve, eh bien ça devient pour 3 une 4-4-4. Donc on est sur un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Donc c'est très offensif, très énervé. C'est énervé, il y a des cartes, elles sont tellement énervées que quand elles arrivent, en fait, elles jouent sur les deux. Voilà, lui quand tu poses par exemple Honda, j'ai l'impression que c'est Honda de Street Fighter, eh ben, il est à la fois sur l'expédition compagnon et sur l'expédition héros. Parce qu'on le rappelle, vous ne pouvez, quand vous posez une carte de créature, hein, la mettre
soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux, ça c'est pas possible. Eh ben lui contourne la règle avec le mot gigantique, ce qui fait que pour 5, t'as 3-3-3 à gauche, 3-3-3 à droite. Et il y en a plein des comme ça. Il y a du contrôle pour frapper fort vos adversaires, il y a du boost, il y a du boost encore ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, il y a du boost, voilà, encore une fois, une autre carte. Hein. Voilà, ça c'est tu choisis le personnage ciblé et il va gagner des boosts. Et on va aller gagner 3 boosts. Hein, donc pour 3, tu files 3 boosts à quelqu'un et en plus tu pioches une carte. Enfin, comme l'a dit Suri, c'est effectivement un des decks débutants les plus simples à jouer. Donc à tester quoi. Le truc avec Bravo, c'est que vous allez voir aussi la mécanique de fleeting, dont je vous parlais tout à l'heure, qui qui fait en sorte qu'une carte jouée depuis la réserve est directement fleeting et donc soit ensuite défaussée à la fin de la journée. En gros, Bravos, il permet de taper fort, 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 mais vous allez très souvent avoir des cartes qui ont cet attribut directement. Donc même si vous le jouez depuis votre main, il aura cet attribut fleeting, et ce sera donc la contrepartie d'avoir des stats assez vénères. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir jouer, et notamment que vous pourrez aussi jouer avec des cartes qui enlèveront ce statut fleeting, et qui vous permettront de garder la puissance de feu en cours. C'est un peu là-dessus que Bravos va jouer. Ouais, est-ce que pour continuer dans cette histoire de fleeting, t'enlèves, tu gères tes cartes, etc., tu pourrais présenter vite fait le Izmir? Ou tu préfères présenter un autre deck et moi je le ferai après? Je vais le faire très rapidement alors parce qu'après je vais devoir y aller. Mais ouais, je ferai les autres, t'inquiète. Izmir en gros c'est un deck qui est énormément de contrôle. C'est-à-dire que vous allez souvent laisser l'adversaire jouer en premier. Et vous allez être dans la réponse par rapport à ça. Vous le voyez, l'effet After You, donc en gros c'est le pouvoir héroïque que vous pouvez activer et qui va faire en sorte que si vous étiez le premier joueur qui devait jouer, et ben en fait c'est votre adversaire qui va commencer. Et de ce fait, vous allez toujours avoir la possibilité de retourner les armes contre l'adversaire. Donc par exemple, je vois l'adversaire qui me met une créature 3-3 dans une expédition. Moi, j'arrive, je fais OK, je vais mettre une carte qui va défausser cette carte ou qui va la renvoyer soit dans la main, soit dans la réserve. Et de ce fait, la personne a dépensé 3 de mana dans le vide. Et comme ça, moi ensuite, j'arrive avec des petites cartes pour pouvoir le mettre à mal et notamment avoir des boosts si jamais j'ai sorti un sort pour le faire. Ouais, c'est vrai que les Izmir, ils adorent jouer des sorts, beaucoup de contrôle. On a oublié de vous dire, mais en fait, quand vous jouez à Altrad, une fois que vous passez, vous ne pouvez plus rejouer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et fort de jouer après. Commencer à Altrad, c'est pas le truc le plus fort, c'est la réponse qui est plus intéressante. Donc c'est pour ça que le pouvoir de la carte que je vous ai montré tout à l'heure est hyper cool, c'est que vous êtes toujours en réponse. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de sorts. Genre Izmir, pour les joueurs de Magic l'Assemblée, c'est le IZ, hein, c'est le bleu-rouge contrôle tempo, hein, appelez ça un peu comme vous voulez. Mais c'est effectivement très fort. Il y a plein de cartes qui permettent d'enlever le fleeting. Donc la notion de quand t'es joué tu dégages définitivement. On peut plus jamais te faire revenir sur le plateau. Il n'y a pas de seconde jeunesse de ta carte. Et je vous avoue que Bandit jouait ça notamment. Et j'ai trouvé ça très fort. Il est 13h59. Est-ce qu'on te laisse là ou est-ce que tu veux expliquer un dernier deck Suri? C'est toi qui vois. Ça aurait été avec plaisir de rester, mais je vais devoir sauter très Pas de vite. problème, pas de problème. Pour remonter en réu. Ça marche. Je te fais des gros bisous, mon Suri. De toute façon, nous on se voit demain, puisqu'il y avait une question dans le chat. Est-ce que vous jouez demain à Altrad? Oui, on jouera avec Suriplay Altered. On vous montrera des vraies parties ensemble demain de midi à 13h. Totalement. Et merci beaucoup cool. pour cette petite heure, c'était bien merci cool. Merci à toi, Suri. Et des bisous et des cœurs sur le chat, hein, bien entendu. Bisous mon Suri, bon courage pour ta journée, de toute façon on se voit demain. Bisous mon Suriplay, à demain mon pote. Et bisous là, Dibro. Bisous. Un maximum de cœur pour Suriplay, évidemment. Suri qu'on retrouvera demain pour jouer à Altrad, puisque voilà, on va y jouer également demain. Sachez que si vous voulez y jouer aussi de votre côté, pour l'exclamation BGA pour jouer gratuitement et jusqu'au 5 février. À Altrad. Donc ça, on est du coup à 4 sur 6. Je vais vous présenter les Zordis, donc les bleus ciel, eux qui représentent la justice, l'ordre et la prolifération énervée de jetons 1-1-1. Eux, honnêtement, tu les vois, alors si ma caméra veut faire le point évidemment, quand tu les vois, tu te dis, ouais,
c'est ok tiers. Le gars il est sur un griffon, ouais bon, bof tu vois. Le problème c'est que tu vois soit sa puissance, au début de ton entretien ou at noon, tu crées un jeton gratuitement 1-1-1 soldat sur la zone d'expédition du héros. Voilà, côté très Demacia. Tu te dis c'est pas fou. Le deck, en tout cas quand on les a joués, hein, a des cartes qui valent pas cher du tout et qui te permettent de mettre plein de jetons. Mais quand je vous dis plein, c'est vraiment plein. Et qui permettent ensuite de toutes les boosts, genre sans rien faire. Ce qui fait que vous allez avoir 3 jetons de l'expédition héros, 3 jetons de l'expédition compagnon. Donc on est sur 3, 3, 3, ce qui est pas si fort que ça. Puis à un moment, vous avez joué une carte qui va coûter, je vais essayer de vous trouver la carte, qui va pas coûter très cher en plus de ça. Et qui va filer +1/+1/+1 à tout le monde. Bah voilà, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, vous allez jouer ça pour, encore une fois, pour 2, hein, ce qui est dérisoire. Et vous allez dire, bah, toutes les créatures que je contrôle gagnent un boost de 1. Donc, les 3 d'un côté, c'est plus 3, ça va être 6. Et le 3 de l'autre côté, ça va être 6. Et là, 6, partout, c'est très compliqué. Vous aurez la possibilité bah, déjà de battre votre adversaire, mais surtout de ne pas le faire avancer. Parce que si vous battez votre adversaire, mais que lui, il vous bat sur une stat, bah, il y a égalité, quoi, tout le monde avance. Mais là, avec cette carte-là et cette prolifération de tokens, de jetons, eh bien, vous êtes dans la certitude d'avancer, vous, et de bloquer votre adversaire. Donc ça, vraiment, pour tous les gens qui aiment les jeux tokens, jetons, on met les jetons, on les rend forts, on les rend puissants, et on fait chier le monde, ça va être votre deck préféré. Et enfin, et bonjour Doug, j'espère que tu vas bien. Je termine par un deck qui est soit incroyable, soit c'est le deck le plus fun de tous les temps, soit c'est la pire merde de l'univers. Il n'y a pas d'entre-deux, littéralement. C'est soit c'est le fun, soit c'est les larmes. Je vais vous parler des Lyra. Pourquoi je vous dis les Lyra c'est la merde ou c'est stylé? Bon, au-delà que le héros est un personnage de zinzin avec son dragon, genre en vrai, comme je vous ai dit, les illustrations sont une petite inspiration de League of Legends et tout, et ça cartonne, genre vraiment, c'est vraiment très beau. Les Lyra, c'est des musiciens, c'est des bardes, voilà, et ils aiment s'amuser si tu veux. Eh bien, ils aiment tellement s'amuser que beaucoup de leur mécanique est basée sur le lancer de dés. Et là, quand on regarde le héros, c'est très simple. Eh bien, si tu fais 1, la créature ciblée part en réserve. Donc, c'est-à-dire que ta créature dégage du terrain. Donc, t'as le seum, littéralement. Si tu fais 2, 3, 4 et 5, tu lui files un boost. Voilà. Donc, c'est bien, tu lui files un petit boost. Et si tu fais 6 ou plus, eh bien, tu vas lui filer ancrage. Donc, la carte restera gratuitement un tour de plus. Et il y a plein de bails comme ça où... Eh ben, voyons voir, tu vas jouer un truc, voilà, tu vas jouer elle, tu vois. 2, c'est une 0-0-0, donc elle a vraiment 0 stat, hein, elle pue l'enfer. Mais tu vas lancer un dé. Si tu fais 4 ou plus, c'est une 2-2-2. Si tu fais, ben, moins, c'est une 1-1-1. Et évidemment, plus on va avancer dans le jeu, plus il va y avoir des cartes rares, plus il va y avoir des extensions, bien sûr, c'est prévu les extensions, etc. Et vous avez la possibilité de gérer le hasard. Vous avez des cartes qui vous permettront de lancer 2 dés et pas un seul et garder le meilleur score. Il y a des dés qui vous permettront de relancer, enfin des cartes qui vous permettront de relancer le dé. Il y a des cartes qui vous permettront de lancer 2 dés simultanément et de garder le résultat global de ce que vous allez lancer. Donc c'est pour ça que il y a cette notion de 6 ou plus. C'est parce que vous avez la possibilité de gérer très fort. Et enfin, vous avez aussi... certains héros, alors je sais pas s'il est vraiment considéré comme un super héros, mais il y a des personnages que vous allez jouer qui sont vraiment très forts. Par exemple, lui, 6 pour une 5-5-5, c'est très fort. Sauf que en plus, tu vas lancer un dé. Si tu fais 4 ou plus, il gagne ancrage. Et par contre, si tu fais autre chose, eh bien, il va gagner 3 boosts. Donc, c'est très fort. Voilà, et il y a plein de cartes comme ça qui vont jouer avec le hasard. Tiens, ben là par exemple, typiquement, ça, la carte s'appelle All-in. Voilà, la carte s'appelle All-in. Pour 3, eh bien vous allez lancer un dé. Et le personnage ciblé va gagner un boost de X, X étant le résultat. Donc c'est pour ça, c'est le côté tricky tout double. Parce que soit vous faites 1 et vous avez le seum, soit vous faites un 6 et vous êtes le roi du monde.
Donc ça, en vrai, c'est très rigolo. Bisous ma petite Starkly, merci beaucoup d'être venu, on se voit demain. On reparlera d'Altred, on fera mieux, on jouera même à Altaïr. Donc vous avez les 6 factions. Les 6 factions sont différentes. Les 6 factions vont comporter toutes et toutes des extensions dans lesquelles vous allez augmenter la qualité de vos cartes. Quand vous construisez un deck, il faut savoir qu'il y a toujours un commandant ou un héros et 39 cartes. 39 cartes. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 fois la même carte. Voilà, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 fois ça. Par exemple, j'ai Nurture, donc je sais pas comment on dit en anglais, peut-être nourriture ou je sais pas quoi. Ou abondance ou quelque chose dans le style. Voilà, ça c'est 3 cartes. Vous ne pouvez pas avoir ça plus de 3 fois. Et vous ne pouvez pas avoir plus de 15 cartes rares. Elle, c'est une carte rare, ça se voit au niveau du petit logo bleu qu'il y a ici et au niveau de l'illustration. Ici, vous voyez qu'il y a un bord qui limite la carte car c'est une carte commune. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de bord qui limite la carte, donc c'est une carte rare. Donc là, j'ai mes 3 cartes. J'ai une carte rare ici, ça veut dire que je peux mettre jusqu'à 14 autres cartes rares. Pour ce qui est des uniques, donc le concept d'avoir une carte qui a des stats qui n'existent en aucun cas nulle part ailleurs dans le monde entier, eh bien sachez que vous pouvez avoir 3 cartes uniques au maximum. Donc maintenant qu'on sait que pour gagner, il faut que les jetons se rejoignent. Maintenant que l'on connaît les 6 factions qui composent Altrad, je vais vous proposer de faire un début de partie totalement lambda pour vous montrer comment ça marche. Alors oui, je suis tout seul, mais on va prendre 2 decks. Voilà, 2 decks. Et on va jouer comme si on était l'un contre l'autre, avec un petit peu d'imagination. Est-ce qu'il y a des decks que vous voulez voir un peu plus que d'autres? Vu que j'en choisis 2, est-ce qu'il y en a est-ce que c'est celui de la nature qui vous intéresse? Est-ce que c'est celui du contrôle, avec les sorts? Est-ce que c'est celui steampunk? Est-ce que c'est celui du hasard? Est-ce que c'est celui des différents jetons soldats? Ou est-ce que c'est celui qui a la pêche qui vous intéresse plus qu'un autre? Histoire que je vous montre. Et ensuite, est-ce que les cartes rares font quelque chose de différent? Tout à fait. Là, on peut voir par exemple que la carte commune, elle coûte 2, 1. Une fois que le focus sera fait, voilà. Elle coûte 2 ou 1 selon de où vous la jouez. Et elle permet jusqu'à 2 créatures gagner un boost de 1. Eh bien, la carte rare, elle, coûte plus cher. Elle coûte 3 ou 2. Sauf que 2 créatures vont gagner 2 boosts. Donc, effectivement, les cartes rares ont des effets plus puissants, enfin différents, et normalement plus puissants, que les cartes communes, bien évidemment, d'où la limitation de tout ceci. Non, il n'y a pas de projet de roulement de cartes des champions, à ma connaissance. Peut-être que ça va arriver, mais je ne suis pas au courant de ça. Vu qu'il n'y a pas de demande précise, c'est quoi, on s'en fout. On va prendre le deck plutôt axé débutant, donc le Bravos, et on va prendre le Lyra. On va prendre celui qui joue avec le hasard. Ça, je le mets sur le côté. Et en même temps, vous allez voir que le tapis va prendre un peu plus de hauteur. Vous allez voir qu'en fait, le tapis, il a des spécificités. Il y a des lieux que je ne vous ai pas encore montrés. Et on va pouvoir en parler dans les règles. Puisque ça, c'est une autre partie des règles. J'avais envie de vous montrer tout ça de manière globale, vous montrer comment ça fonctionne, etc. Maintenant, on va passer sur d'autres types de règles. Vu qu'on fait une partie, il va y avoir quelques spécificités supplémentaires. Salut, j'avais une petite question. Les landes, il n'y en a plus que 3, c'est toujours les mêmes 3. Pour le moment, il y a toujours les mêmes 3 que tu vas mélanger à chaque fois pour le côté hasardeux. Mais ça ne m'étonnerait pas, mon cher Imbe, qu'on puisse avoir d'autres cartes de terrain dans le turfu. Mais pour le moment, en tout cas, ça reste comme ça. Donc, au début, c'est très très simple. On va prendre le héros et on va le poser sur sa case héros. Voilà, j'ai envie de dire rien de plus simple. Donc je mets Nevenka et Blotch ici, Kojo et Bouddha ici. Kojo et Bouddha, comme l'a dit sur replay, il a une particularité. Quand c'est à vous de commencer, vous mettez son jeton sur la partie compagnon. Donc je le mets en dessous pour pas l'oublier. Au début, vous allez prendre votre deck et vous allez le mélanger. Voilà, vous allez le mélanger tranquillement. Vous allez piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous allez décider, comme dans l'Orcana, d'ancrer les cartes pour que ça soit votre mana.
Dans l'Orcana, il faut que les cartes soient ancrables pour les ancrer. Dans Altered, on s'en bat les couilles. On n'en a rien à faire. Là, toutes les cartes, tu peux les mettre dans ta base de mana. Donc, littéralement, moi, ma base... Attendez, mais si j'étais pas trop... Non, je vais pas le faire là, parce que j'ai des trucs à vous montrer. Je le ferai un peu plus tard. Donc, là, c'est la base de mana. C'est ici où vous mettrez toutes les cartes de mana. Il n'y a pas de mulligan, non, il n'y a pas de mulligan. Donc, voilà, là, je regarde, il y a une carte qui coûte cher... voilà, bon après je peux la jouer au tour d'après, mais elle coûte 5 à rejouer. Bon, je veux dire que celle-là, elle me sert en mana. Celle-là, je l'ai en double. Et 3-2, 3-2, 3-3. Et puis celle-là, elle n'a pas de montagne, tu vois. Celle-là, elle n'a pas de montagne. Donc je dis voilà. J'ai mes 3 manas qui sont présents. Let's go là-dessus. Je suis prêt. On va jeter au sort, voilà. Soit tu fais un dé, soit tu fais du pile ou face. Qui va commencer? Imaginons que ça soit le bon vieux... Non, que ça soit moi qui commence. Pour rester dans le bail. C'est moi qui commence. Vous ne piochez pas de cartes au début. Au début, non, au début, le but du jeu, c'est que les deux compagnons se rejoignent sur l'expédition. C'est juste ça. T'as un pion compagnon, un pion héros, il faut qu'ils se rejoignent, peu importe la manière, sur la partie expédition. En fait, c'est une course qui va retrouver son ami le plus vite, grosso modo. Il n'y a pas de destruction d'ennemis. Donc, il y a les 3 manas. Quand c'est le premier tour, vous ne piochez pas de cartes. Vous avez vos cartes qui sont là, ok, et vous jouez avec. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai que des cartes qui coûtent 3 ou 2. C'est à moi de commencer. Ça permet de filer l'exil, entre guillemets, le fleeting, hein, ce petit jeton qui est là. Donc ça permet à une carte de ne pas pouvoir aller dans la réserve, et je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est très fort, je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais je me dis que je vais, pour 2... Voilà, pour 2, je vais utiliser cette carte et je vais la mettre dans l'expédition de mon héros. Voilà, moi ça m'intéresse, je vais dire ça. On va prendre le deck Bravos. Voilà, on va le... Bonjour mon Basile. C'est 3, ni plus ni moins. C'est après, tu as le choix de mettre ou plus ou pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil. Je regarde mes cartes, je vois qu'il y a 2 cartes identiques. Hop, je le dégage. Je vois que... moi, le Ratatosk, ouais, il est rigolo, mais pour moi, il n'est pas assez fort, par exemple. Je le dégage. Et puis ça, pareil, ça m'intéresse pas. Donc moi, j'ai mes 3 manas. Il a joué en premier. Je vois qu'il a fait 3, 3, 0. Et bien, moi, je regarde mes cartes. Et je me dis, moi, je peux pas le battre partout. Donc, plutôt que de le battre partout... et ça casse les couilles, je vais tranquillement jouer une carte, voilà, celle-ci par exemple pour 3. Je vais la jouer à côté de lui, enfin en face de lui, parce que normalement vous êtes vraiment l'un en face de l'autre. Hein. Là pour le coup, si je devais faire un truc, on serait plus comme ça. Mais pour comprendre que c'est l'expédition du héros, je vais le laisser ici. J'ai fini, mon mana est engagé. Je dis, je passe mon tour, enfin je peux plus rien faire. Mon adversaire, lui, s'il a une carte qui coûte 1, peut jouer. S'il n'a pas de carte qui coûte 1, il dit je passe. C'est fini. On compare les statistiques. Là, je vois que, en forêt, je gagne. En montagne, je perds. Et en île, je perds. Comme ce qu'on a dit au début, il suffit de battre une seule fois votre adversaire pour avancer d'un. Vous n'allez pas avancer de autant de fois que vous le battez. Donc, on va faire avancer les 2 personnages sur le biome qui est le suivant. Ces 2 cartes-là, elles, ne sont pas virées. Hein. Ces 2 cartes-là, elles, ne vont pas dans la défausse comme dans n'importe quel jeu traditionnel. Ces cartes vont aller dans la réserve. La réserve est composée de 2 cartes au maximum. Ici, je vais mettre une carte dans la réserve du côté des Lyra, une carte dans la réserve du côté des Bravos. On détape les terrains. Et encore une fois, une spécificité qu'il n'y a pas forcément dans tous les jeux de rôle, c'est que là, nous n'allons pas piocher une carte, on va en piocher 2. Donc là, je récupère le jeton, les terrains sont dégagés, je vais piocher 2. Je vais dire en premier, puisque là c'est moi qui commence avec les rouges, si j'ancre un mana ou pas. Bon, je vais dire oui, allez, j'ancre une carte, donc je suis à 4 de mana.
Mon adversaire fait la même chose. Il pioche 2 cartes. Il dit j'ancre ou j'ancre pas. Bon, on va dire qui va ancrer, pardon. Merci beaucoup à Ivad pour le follow. Et j'applique ensuite les effets qui ont lieu at noon. Donc les effets qu'il y a au début de l'entretien. Puisqu'il y a différentes phases, il y a 5 phases en tout. Il y a morning. Alors j'aimerais bien que tu fasses le point, ma petite caméra d'amour. Il faut bien lui parler. Tu es la plus belle caméra d'Île-de-France. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Tu es belle, tu es forte. Tu sens bon le sable chaud, mon légionnaire. Voilà. Tu as le matin. On change le premier joueur. On met les cartes, paf, toute droite. On va piocher 2 cartes. On met une carte de mana. Ensuite, il est midi. Donc on va appliquer tous les effets de midi. Et j'ai un effet justement avec les rouges. L'afternoon, donc l'après-midi. On va pouvoir jouer nos cartes. Faire... eh bien, nos actions rapides, le fait d'engager les permanents, je vous montrerai tout ça. La phase Dusk, je crois que c'est l'aube, si je dis pas... Non, c'est le crépuscule, pardon. Où là, eh bien, on regarde la force des différentes créatures qui sont sur le terrain. Et ensuite, on a la nuit. Donc, on applique tous les effets de fin de tour, en fait, hein, comme dans Magic l'Assemblée, par exemple. On met les personnages, les caractères dans la réserve jusqu'à 2 au maximum. Et pareil pour les cartes de permanents, puisqu'il existe des cartes qui, elles, ne sont pas des créatures, mais qui sont des permanents et qui se mettent de l'autre côté du tapis. Donc là, c'est à moi de commencer. Comme c'est écrit ici, at noon, eh bien, je peux mettre mon jeton du côté des compagnons. Eh bien, gratuitement, je vais mettre mon petit compagnon 2-2-2. Et voilà, j'ai pas chopé la faute, hein, ça commence à quelle phase de la journée? Ça commence pas au morning, ça commence at noon. Quand vous débutez le jeu, ça commence at noon. Voilà, littéralement. Donc, c'est à moi de commencer. J'ai 4 mana, j'ai 3 cartes en main. Je sais qu'ici, j'ai 2-2-2, donc je suis plutôt pas mal. Eh ben, tu sais quoi? Je vais payer 3. Et je vais même laisser un mana d'étape pour mettre un peu de pression à mon adversaire. Et je vais jouer de l'autre côté un petit Wukong, qui est une 2-4-2. J'aurais pu jouer celui qui est en réserve, mais je me dis que je vais le laisser tranquillement en réserve et comme il coûte 4, j'ai envie d'avoir un mana pour bluffer, par exemple. C'est au tour de mon adversaire, et là, bah, je suis bien dans la merde. Parce que là, mon petit pote, mon adversaire, il a une créature ici, une créature là. L'avantage que j'ai, c'est que ici, pour avancer, il faut qu'il n'y ait que de la forêt. Et en forêt, il est à 2. Donc il est pas au petit, hein. Son move était pas fou. S'il avait voulu être un peu plus balèze, peut-être qu'il aurait joué une carte comme ça, qui permet de saboter, donc qui permet en fait de détruire une carte de la réserve de son adversaire. Ça aurait été probablement plus inspiré, mais on va dire que là, il avait envie d'avoir le super Wukong très très vite et de mettre un peu de pression. Bon, moi en tout cas, je suis plutôt serein. Je regarde mes cartes et je vais dire, bah écoute, il est un peu con. Moi, je vais payer 3 et je vais jouer une carte ici. Voilà, je vais jouer une carte ici, qui est une 4 de 4, qui va le battre sur la forêt. Ce qui fait que lui, son Wukong, il a dans le patch, il avancera pas. Lui, il a plus de mana. S'il a un mana, mais je vais dire fin de tour, parce que bon, bah en fait, j'avais plus de cartes en main. À mon tour, je regarde mes cartes. J'ai rien en main. Mais je vais pas dire fin de tour. Parce que je vais pouvoir activer la capacité de mon personnage. Je vous ai dit une fois par tour, que vous commenciez ou non, vous pouvez lancer des dés. Grâce à elle, si le point se fait, je vais pouvoir sur un 6 ancrer mon personnage. Sur un 1, l'envoyer en réserve et ça me foutrait dans la merde. Ou alors pour tous les autres, lui filer un coup de boost. Donc même si j'ai gagné sur la forêt, je suis joueur. Et il me faut un dé de 6. Est-ce que j'ai un dé de 6? Ouais, j'ai un dé de 6. Un dé de 6 sur le Seigneur des Anneaux. Je suis joueur et j'ai envie de voir où je peux aller. Donc je vais prendre mon dé, je vais engager mon héros. Je vais cibler ma créature. Et il faut pas que je fasse 1. J'ai fait 6. Parfait. J'ai la chatte à Mireille Mathieu. Je vais pouvoir ancrer ma créature. Ce qui fait que là, on fait les dégâts. Donc lui, il est baisé. Il avance pas. Moi, j'ai gagné. J'avance. Là, il n'y a personne pour le contrer. Donc, il va pouvoir avancer avec son compagnon. Fin du tour, lui, il va ici. Lui, il va dans la réserve. Et cette carte-là,
Au lieu d'aller dans la réserve, eh bien je lui retire son jeton ancrage. Et au prochain tour, quand le pion va arriver vers moi, que je vais détaper mes terrains. Pareil, ici on détape ses terrains. Je vais piocher. Je vais piocher. Eh bien, la carte n'ira pas en réserve. Elle restera sur le terrain. Donc là, ça veut tout simplement dire que là, maintenant, tout de suite, j'ai une 4, 2, 4 qui me coûte 0 et qui va déjà mettre 4 points d'île ici et 2 de montagne. Ce qui fait que c'est un avantage qui est insane. L'ancrage, c'est vraiment très fort, surtout lorsque vous avez des très très grosses créatures. On joue le matin, je pioche mes 2 cartes, donc c'est ce que j'ai fait. J'en ancre une. Merde, ça c'est à lui, je suis con. Ça c'est carte sur lui, donc j'en pioche 2. Hop, j'en ancre une. Mon adversaire va faire la même chose. Il pioche 2. S'il veut ancrer, il ancre. S'il ne veut pas ancrer, il n'ancre pas. Bon, 4 mana, c'est très très peu. Hein, donc on va dire qu'il ancre. Voilà. C'est à moi de jouer. Et pour vous montrer une dernière mécanique, et ensuite on aura fait le tour. Eh bien, plutôt que de jouer des cartes de ma main, eh ben, je vais dire que je vais payer non pas le coup bleu, mais le coup rose. Parce que sur les cartes, vous voyez qu'il y a toujours 2 coups de mana. Le premier coup de mana qui est devant, c'est le coup de mana depuis ta Manos. Et le coup qui est en dessous, c'est le coup qui coûte, c'est le coup depuis la réserve. Donc là, je vais pouvoir payer non pas 2, mais 3 et jouer ma carte ici. Quand elle est jouée depuis la réserve, quelle que soit la carte, ça peut être une carte de sort ou de créature, eh bien, elle va avoir ce jeton Fleeting, qui veut dire que à la fin du tour, au lieu de retourner dans ma réserve, la carte disparaîtra de la partie. Elle ira dans la défausse. Et ainsi de suite, on continue jusqu'à ce que les 2 jetons se retrouvent au même endroit ou alors se dépassent et on aura un gagnant. Voici à 99% toutes les règles. Il y a aussi un coup d'écho que je vais vous expliquer vite fait tant qu'on y est. Hein. Le coup d'écho, il y a certaines cartes en fait qui ont cette cartouche supplémentaire en bas de leur carte. Et le coup d'écho, c'est un coup qui n'est jouable que lorsque la carte est dans la réserve. Tu peux mettre des cartes de la réserve depuis ta main ou alors quand tu les as jouées. Et ça dit tout simplement que tu vas détruire ta carte. Cette carte, tu la détruis et tu retournes et ça permet eh bien, de mettre une autre carte dans la réserve dans ta main. Donc ça veut dire que, imagine, tu as une carte qui est super forte et tu as envie de la rejouer mais qu'elle disparaisse pas. Eh bien, tu détruis ça pendant que c'est dans la réserve et tu vas pouvoir la remonter dans ta main. Et imaginons, tu vois, j'ai ça et ça. J'ai 2 cartes en réserve. Je suis là, je suis en mode putain, ça me fait chier. Vraiment, cette carte-là, je l'adore. J'aimerais bien la rejouer, pas une fois, mais 2 fois de plus. Bah, tu sais quoi, celle-là, je la détruis. Parce que le coup d'écho, eh ben, celle-là, elle revient dans ma main. Du coup, je peux la jouer une fois. Elle part dans la réserve. Et je peux la rejouer une seconde fois. Voilà. Une carte fleet qui est ancrage, ça donne quoi? Eh bien, une carte qui a fleet et ancrage. Donc, je la joue normalement. Voilà. Elle arrive dans la réserve. Je vais payer 2 mana. Elle arrive ici avec un jeton fleet. Eh bien, si jamais je l'ancre, eh bien, à la fin du tour, on enlève le jeton ancrage. Et ensuite, eh ben, elle disparaîtra à la fin du prochain tour. Si tu veux, les jetons, ils restent, sauf si entre guillemets, il y a un truc qui dit le contraire, mais là, pour le coup, c'est pas trop le cas. Mais grosso modo, l'ancrage dit que ça reste un tour de plus. Le fleeting dit qu'au lieu de partir à la réserve, c'est dégagé. Donc, comme l'ancrage a ancré dans le sol cette carte-là, et qu'elle ne passe pas par la carte réserve, ben, le jeton, lui, il reste. Le jeton fleeting il reste, tu vois, genre tant qu'il n'y a pas, tant qu'elle part pas dans la réserve, le jeton il reste, tant qu'il n'y a pas un truc qui dit, ben j'enlève le jeton fleeting, parce qu'il y a des cartes, évidemment, il y a des cartes qui disent, vous pouvez retirer le jeton fleeting, donc le jeton d'exil, on va appeler ça comme ça en français, parce que j'ai plus le nom précis, mais le jeton d'exil, pour que la carte reste intacte, mais si jamais il y a les deux, bah en fait, l'ancrage dit qu'elle est restée sur l'expédition. Et ensuite, quand le tour est fini, elle passe dans la réserve. Comme elle a ce jeton-là, eh bien, elle ne passe pas finalement par la réserve.
et elle va directement en exil et elle disparaît. Voilou pour les explications. On a des jetons qui sont très cool. Les +1/+1, derrière il y a du +2/+2. Il y a aussi des effets d'endormissement. Il y a des créatures qui sont sleep, qui font dodo. Ça c'est du côté des... je vais vous montrer... c'est surtout les verts, hein, c'est surtout les Muna qui sont dans le côté très naturel, créatures, tout ça, qui ont cette particularité d'être sleep. Et qui en fait ont... C'est un effet qui se coule, le côté sleep, puisque sleep ça veut dire votre carte quand elle arrive sur le terrain, c'est une 0-0-0, elle ne vaut littéralement rien, c'est-à-dire que tu la joues, c'est comme si tu n'avais rien joué, donc tu as un peu le seum. En revanche, quand tu retires le jeton sleep, eh bien tu n'as pas besoin de payer le coût de la carte. Donc tu perds un tour, mais pour avoir une carte qui est super forte après, est-ce que j'ai du sleep ici ? Ah, elles sont pas dans ces cartes-là, mince. Ah ben, il y en a pas là. Bon, c'est pas grave. Mais imaginons que soit ça c'est une carte slip. C'est-à-dire que tu vas payer 5. Elle va arriver ici, elle fait dodo. Donc c'est une 0-0-0. Au tour d'après, tu le retires. Tu payes pas le coup de mana. C'est une 3-3-3. Elle arrive dans la réserve. Et quand tu vas la rejouer, et normalement les cartes slip, en fait, elles coûtent pas très cher. Eh bien là, il n'y aura pas le slip. Et ça sera tout de suite une 3-3-3. C'est-à-dire que oui, au début, ça fait chier de la jouer depuis la main parce que tu perds un tour. Mais une fois qu'elle est dans la réserve, t'as une carte qui est très forte pour pas grand-chose. C'est ça le contre-coup de slip. En fait, ils essayent toujours de faire en sorte que les cartes soient équilibrées et que si tu possèdes une carte qui est très forte en termes de stats, par exemple celle-ci. Alors celle-ci, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je l'ai vu, voilà, c'est celle-là. Si tu as une carte qui est très forte en termes de stats, il y a forcément un contre-coup. Imaginons, vous avez cette carte-là, qui est une carte qui s'appelle Yggdrasil, le Daughter of Yggdrasil. Donc c'est la fille d'Yggdrasil. Yggdrasil, hein, dans la mythologie, qui est, je sais plus si c'est la planète Terre ou l'arbre du savoir, quelque chose comme ça, j'ai un doute. L'arbre du savoir plus. Eh bien pour 3, tu as une 5-5-3. Normalement, quand tu as une... Pour 3, tu as une 2-2-2, ou une 3-2-1, ou une 3-2-3, ou une 3-3-3, voilà. Mais une 5-5-3, ça c'est très énervé. Elle doit avoir quelque chose de relou. Eh bien, elle a cette capacité. Quand tu la joues depuis ta main, eh bien, l'adversaire ciblé pioche une carte. Par contre, et c'est ça qui est cool, c'est que si tu la joues depuis ta réserve, il se passe rien. Ça, c'est écrit juste ici, les différentes icônes. Quand vous avez l'icône de flèche, ça veut dire... Ah merde, j'ai tapé sans faire exprès sur le bouton. Ma bad là-dessus, ouais, j'ai fait ça. Et là, ça marche. C'est mon avant-bras, il est beaucoup trop fort. Donc oui, ce que je disais, c'est que vous avez différentes icônes pardon, sur les cartes. Quand vous avez la flèche, c'est peu importe d'où vous le jouez, vous faites l'action. Quand vous avez la main, c'est quand vous le jouez depuis votre main, vous faites l'action. Et quand vous avez l'espèce de carte qui brille, eh bien c'est lorsque vous le jouez depuis la réserve qui se passe l'action. Donc, grosso modo, cette carte-là, quand tu la joues pour 3, ce qui est trop fort, eh bien quand tu la joues depuis ta main, l'adversaire ciblé pioche une carte. Donc ça reste quand même fort. Par contre, si tu la joues depuis la réserve, pour 3, t'as une carte d'enfoiré. Mais vraiment d'enfoiré. Et l'adversaire n'a aucun avantage. Donc c'est ça le truc qui est cool dans Altrad. C'est qu'on essaye toujours de faire en sorte que les cartes qui ont l'air les plus fortes aient quand même un petit malus. Parce que sinon ça serait trop broken. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je pense que je vous ai fait l'explication la plus complète que j'ai pu faire avec les moyens que j'ai. Si vous voulez eh bien, le tester, bah, c'est très simple. Pour l'exclamation BGA, c'est gratuit, vous pouvez le tester. Nous demain en live, on sera là à 9 h comme d'habitude et on y jouera avec sur replay à partir de midi.
Donc si jamais vous voulez voir avant de télécharger entre guillemets le jeu, eh bien venez demain à partir de midi, même si on commence le live à 9 h pour traiter de l'actualité jeux vidéo, pop culture. Si vous voulez juste regarder du Altered, bah venez à midi et on fera 1 heure avec ce replay. Je pense que je ferai 1 heure ensuite en plus tout seul ou avec vous. Hein, si jamais vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous verrez. Et si jamais vous êtes plus ou moins convaincu, parce que j'ai vu qu'il y avait des corbeaux et des corbelles qui étaient en mode putain, j'avoue, ça me chauffe, je sais pas trop et tout. Eh bien, je viens de faire le point d'exclamation Altered. Et là, vous avez directement accès au Kickstarter qui vous permet de soutenir le projet et d'avoir eh bien quelques exclusivités entre guillemets supplémentaires. Que plutôt d'acheter en boutique et d'attendre que ça sorte en boutique. Vous allez avoir, comme tous les Kickstarter, des avantages, des jetons, des belles cartes, voilà, des trucs un peu sympas qui vont arriver. Est-ce que vous avez des questions, mes chers Corbels et chers Corbeaux? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous voulez que je vous réexplique certains points de règle? Est-ce que vous voulez revoir un deck plus précisément dans les détails, hein? Peut-être que vous voulez voir un deck, l'ensemble des cartes disponibles dans ce qui est pour moi, ce que j'ai là, des decks de démarrage, hein. J'ai l'impression que c'est ce que je vais, c'est ce qu'on va tous, c'est ce qu'on va tous avoir lorsque le jeu sortira, Inch'Allah, mais il n'y a pas de raison, en boutique avec un Kickstarter qui aura explosé des records, je l'espère, pour Equinox Studio. Mais là, je pense avoir fait... ouais, je pense qu'avoir fait pas mal d'explications assez cool. Le Violet Wizard, je l'ai fait. Alors, le Violet, c'est celui-ci. C'est effectivement le Wizard, le magicien. On est sur des personnes qui adorent la magie et qui surtout adorent contrôler les adversaires. Je n'ai pas joué ce deck-là. En revanche, j'ai joué contre ce deck-là. Il faut savoir que des héros, donc là vous voyez Izmir héros, hein, ou ce qu'on pourrait appeler un commandant, si vous préférez. Il y en a, pour le moment, je crois, 3 par famille, ok? Il y a 6 familles en tout, les Ordis, les Lyra, les Muna, les Bravos, les Axiom et les Izmir. Chaque faction possède 3 héros différents. Chaque héros a sa propre façon de jouer, et littéralement, lui, il permet de jamais commencer, ce qui est quand même très fort. J'ai joué avec Bandit, qui lui joue un autre héros, et son héros, lui, il disait à chaque fois que tu joues un sort, donc par exemple ça, c'est écrit juste ici spell, eh bien tu mets un boost à quelqu'un. Et autant vous dire que des spells, il en avait un paquet, et des spells qui coûtaient 1, il en avait un paquet. Donc en fait, très vite, il mettait des merdes, genre des cartes un peu de merde. On doit y en avoir, voilà. Il mettait ça, tu vois. Ah, ça, c'est de la merde, hein. C'est 1 pour une 0-1-1. Donc littéralement, c'est de la pisse, hein. Je pense que cette carte-là, ce qui va être cool, c'est son effet de réserve, c'est son coup d'écho. Effectivement, quand tu pètes cette carte depuis la réserve, ton prochain sort coûte 1 de moins à jouer. Donc c'est quand même cool. Et bien tu vois, il jouait ça, une carte de pisse, et il jouait 2 sorts à 1. Et du coup, ça devenait une 2-3-3. Et en plus, il jouait des sorts qui pouvaient mettre des boosts dessus. Donc en fait, ça 2-3-3, c'était une 4-6-6. Voilà. Et il avait beaucoup de cartes, bah, finalement un peu comme celle-ci, qui disait, ben voilà, tu peux renvoyer depuis le champ de bataille une carte de créature dans la réserve. Ou alors tu peux carrément détruire une créature. Il m'a détruit 3 créatures, il m'en a mis une dans ma main. Et comme ce sont des sorts, bah en fait il avait mis sa 0-1 de merde. Et comme il jouait des sorts, sa 0-1 s'est transformé en 3-3-3 et du coup il m'a fumé comme ça. Donc on est sur quelque chose de très solide. Franchement, c'est pour ceux qui aiment jouer avec les sorts et les créatures, hein. C'est pas forcément les trucs les plus simples à mettre en place. C'est pour les gens qui aiment beaucoup la tempo, les spells, pour des joueurs qui sont déjà un peu aguerris, Izmir. Mais c'est très fort. 12 en tout, il me semble, pour le début. Je dis peut-être une bêtise, après 2 par faction, mais je te trust plutôt. Sachez que nous, on avait le choix entre 3 héros. Peut-être que c'est une world premiere et que j'ai break mon NDA et que je suis nul, tu vois. Mais normalement, là, nous, on avait le choix entre 3 héros par faction. Donc, voilà. Mais après, avec les extensions qui vont arriver, et par contre, je n'ai pas le rythme de parution. Je n'ai pas le nombre de nouveaux héros par extension, malheureusement, Akuma, je ne sais pas. Mais il faut bien se dire que on va avoir plus de héros par faction. Peut-être qu'à un moment, il y a même une 7ème faction qui va arriver. Évidemment, les mécaniques seront bien gérées
Et vous avez aussi... il y aura une extension tous les 4 mois, merci beaucoup. Et puis il faut se dire aussi que pour équilibrer la balance, par exemple ici, il va y avoir des cartes qui vont permettre de piocher. Eh bien sachez que des cartes qui vont permettre de piocher, pour que Izmir ne soit pas les seuls de tout Altered à pouvoir piocher, vous avez la possibilité de les retrouver dans les autres factions, mais peut-être à des coûts différents. Peut-être que ici, il suffit de payer 2 pour piocher, par exemple. Eh bien, sachez que la même carte, qui n'est pas en Izmir, mais en Bravio, en Axiom, par exemple, eh ben, pour piocher, ne coûtera pas 2, mais peut-être qu'elle coûtera 3. Ou alors, peut-être qu'elle coûtera 2, mais il faudra piocher et défausser une carte. Voilà, ça permet d'avoir quand même un équilibre, et de, malgré les archétypes ici présents, qui sont jetons en surnombre, chatte à Mireille avec les dés et contrôle de la variance, ancrage, grosse créature qui tape fort. Grosse créature qui tape fort en burst. Contrôle pioche et jetons, mais jetons balèze. Pour éviter que ça soit que ça, vous allez pouvoir trouver, eh bien, pourquoi pas des lancers de dés chez les Ordis. Peut-être que vous allez trouver chez les Bravos des jetons. Peut-être que vous allez trouver chez les Izmir, les magiciens, de l'ancrage. Voilà, il y a quand même des petits trucs à droite à gauche qui permettent de rendre la chose un peu équilibrée. Alors, toutes les cartes de mémoire ne seront pas dans tous les decks, mais il y en aura certaines qui seront quand même partout pour avoir un certain équilibre. Et malgré tout, avoir des factions qui ont leur propre spécificité, sachant que chaque héros va vous donner un tempo. Ils vont vous donner en fait une certaine façon de jouer, des conditions de victoire, même si la condition de victoire c'est avoir plus d'îles ou de forêt ou de montagne selon le biome où vous êtes, ça c'est la condition de victoire évidemment, mais vous donnez un playstyle plutôt qui va être différent. Par exemple, chez les Muna, puisque moi j'ai joué les Muna en compétition, enfin en tournoi, vous avez celui-ci. Celui-ci il dit, grosso modo, le premier caractère, le premier personnage que vous jouez, il gagne un boost. Simple, efficace, très bien. Moi j'ai joué un héros qui dit, à chaque fois que tu gagnes via la forêt, ok, eh bien tu vas piocher une carte et en mettre une en réserve. Et je peux vous dire que tu joues pas du tout de la même manière quand tu as ce héros là et le héros qui dit quand tu gagnes par la forêt, tu pioches et tu mets en réserve. Ça ne se joue pas du tout de la même façon. Et quand vous aurez des uniques, eh bien ça vous donnera encore un autre playstyle. Donc vous avez potentiellement une profondeur de gameplay insane. Est-ce qu'il y a moyen de faire un mélange de factions? Alors quand tu joues en draft, oui. Quand tu joues en draft, tu peux mélanger les factions. Je ne sais pas si c'est comme dans l'Orcana, tu joues en arc-en-ciel et les couleurs, on s'en fout. Ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas joué en draft. Mais j'ai vu des gens jouer en draft et ils jouaient toutes les couleurs. Enfin, il y avait plusieurs couleurs dans leurs mains, ça c'est sûr. Sinon, quand tu joues en tournoi officiel, construit, etc., tu as le droit à une seule famille et basta. Tu n'as pas le droit à plus. C'est comme ça et pas autrement. Très bien, merde. Petit souci, Maëlys est malade, la pauvre. On l'embrasse très très fort. Elle va pas tarder à arriver. Donc voilà, les amis, vous savez tout d'Altred. J'espère que mes explications ont été le plus claires possible. Les règles, je vous assure qu'elles sont hyper simples. Quand on va jouer demain, vous verrez à quel point c'est simple. Peut-être que vous, si vous y jouez là maintenant tout de suite gratuitement sur BGA, vous verrez que c'est hyper simple aussi. Après, il y a quelques petites spécificités. Le fait qu'il y ait de la réserve, le fait qu'il y ait des permanents que je ne vous ai pas montré. Mais grosso modo, bon, bah, les permanents, voilà, c'est ça. Bah, ce permanent-là, tu vois, je paye 3. Je le mets ici. Et il bouge pas. Contrairement aux cartes de réserve, etc. S'il n'y a pas un sort qui dit ça dégage, ça reste ad vitam aeternam. Et tu fais les effets au fur et à mesure, tu vois. S'il y a un effet qui dit, bah, lui par exemple, il a un dé avec 3 marqueurs dessus. Bah, une fois qu'il a plus de marqueurs, eh bien ça... Bah non mais ça reste en fait. Ça reste, il est là. Juste il a plus d'effet. Voilà, tout simplement. C'est hyper simple. Bonjour mon cher Happy, mais les cartes sont belles, les cartes sont très très belles. On va pas se le cacher. Il y a une vraie inspiration, à mon sens, de League of Legends. Hein. Il me semble que lorsque tout ceci s'est mis en branle, Arcane battait son plein. Donc on voit la DA, elle est somptueuse, genre vraiment ils ont fait un boulot de fou. Apparemment il y a énormément de taf effectué au niveau du lore. Il y a une vraie histoire autour de Alfred qui va ravir je pense pas mal de personnes. Mais oui, genre en effet quand tu regardes les cartes,
tu ne peux voir qu'une certaine inspiration, à mon sens, hein, de League of Legends. C'est vraiment très stylé. Je pense que le jeu soit trop bridé et ou trop déséquilibré du coup. On va rester sur mes TCG actuels. Bah, essaye Senryu, c'est gratuit. Essaye. En tout cas, sache que c'est des pros de Magic qui font tout ce qui est rééquilibrage, etc. Donc, même si ça peut être déséquilibré à un moment, sois-en sûr que le rééquilibre va se faire très rapidement. Là, par exemple, sur le tournoi qu'on a pu faire, oui, les Muna étaient les plus faibles. Sur 30 matchs, il y a eu 10 victoires. Et les Ordis, donc la prolifération de jetons de 1-1-1, de jetons soldats, étaient les plus forts. Ils ont terminé à 23 victoires sur 30 matchs. Donc il y avait effectivement un petit déséquilibre entre les plus forts et les moins forts. Mais après, par contre, c'était la même chose. Toujours, tout le monde était entre 16 et 20 victoires, à peu près. 16 et 18 victoires, allez, dans ces eaux-là. Donc il n'y a pas forcément trop de déséquilibre. Après, on n'avait pas toutes les cartes non plus de l'extension. Donc peut-être qu'il manquait un ou deux trucs par-ci par-là pour vraiment être carré dans l'axe. Mais vraiment, genre, en fait, les uniques vont faire en sorte, les héros et les uniques vont faire en sorte d'amener de l'équilibre là où c'est peut-être un peu compliqué. Ou du déséquilibre là où il y avait de l'équilibre. Ça sera quitte ou double. Mais en vrai, cette idée-là et le fait que les uniques vont te permettre de changer ta façon de jouer et de t'axer sur une mécanique que tu n'avais pas forcément pensé ou que tu n'avais pas envie de faire au début parce que tu disais que tu n'avais pas les cartes adéquates, mais maintenant que tu as cette unique là, tu te dis ok, là ça peut vraiment être fort. C'est très stylé en vrai. Très stylé. Donc moi c'est les deux seuls trucs qu'on a vus par rapport à l'équilibrage Ordis et Muna. Mais après voilà, est-ce que il faudrait pas faire des centaines et des centaines de parties pour parler vraiment d'équilibre? Je pense que oui quand même. Je pense que c'est pas sur 5 games, pas sur 30 games qu'on va dire que c'est équilibré ou pas. Mais en tout cas à notre petit niveau, il y avait quelque chose de différent. Et puis j'avais l'impression que les gens qui avaient déjà joué à Altrad avaient pris les Ordis. Tu vois ce que je veux dire? J'avais déjà cru comprendre que les gens qui savaient plus ou moins drafter, qui avaient testé la bêta, qui machin, qui bidule, étaient partis sur les Ordis. Donc d'eux-mêmes en fait ils ont un peu faussé les stats. Donc voilà, mais en tout cas si déséquilibre il y a vraiment, dites-vous bien que les créateurs sont au courant et qu'ils doivent bosser dessus d'arrache-pied. Donc voilà, après les stats sur les uniques, rassurez-vous, le but c'est de ne pas faire des uniques qui seront broken. Ils ont tout un système où en fait il y a, je sais pas moi, 4000 mots-clés, je dis de la merde. Imaginons qu'il y a, non, ça fait beaucoup. Imagine il y a je sais pas moi, 100 mots-clés. Voilà, il y a 100 mots-clés. Eh ben il y a un mec, son taf, c'est de regarder les mots-clés, de dire ah non mais ça et ça c'est trop fort. Donc en fait ça n'existe pas. Et puis son taf c'est de faire ça, son taf c'est de dire attends, si c'est une 3-3-3 et qu'elle a ces mots-clés là, non elle est trop forte. Et en fait ils font tout un chassé-croisé d'algorithmes pour que les uniques ne puissent en aucun cas avoir ces stats là. Les uniques vont être les plus... Elles vont être fortes évidemment, c'est plus fort que des rares. Les rares elles sont fortes, c'est comme une mythique dans Magic, c'est censé être plus fort qu'une rare à un moment donné, voilà. Mais ils font en sorte que... Putain elle veut pas faire le point. Ils vont faire en sorte que même les uniques ne soient pas trop broken et soient juste fortes parce qu'elles doivent être fortes. Attends, les uniques, c'est t'as une chance sur 4 paquets, 6 paquets, tu vois, quelque chose comme ça. Donc ton unique, elle doit être forte. Si ton unique, elle est pas forte, bah t'es dégoûté en fait. Et ils veulent pas que les gens soient dégoûtés. Ils veulent que les gens soient contents. C'est pareil pour les foils. Les foils, en fait, c'est des sortes de tokens que tu t'ouvres dans les boosters et qui te dit, voilà, tu as un jeton pour que tous tes Ratatosk, par exemple, l'écureuil, ils soient foil. Et du coup, tu dis, ah bah super, du coup, toute ma famille de Ratatosk, elle sera foil. Et tu choisis qu'est-ce qui est foil, etc. Donc le but, c'est de jamais frustrer les gens et de faire en sorte qu'ils soient toujours heureux. Voilà. Il y aura bien des uniques qui puent la merde, je pense. Bah, il y aura peut-être des uniques où la synergie sera pas optimum, puisque chaque unique est unique. Donc évidemment, il y a peut-être des synergies qui vont être un peu moins fortes que d'autres. Mais il y a des uniques. Mais t'auras jamais l'unique Omega Broken Kraken. Le but d'Altred, c'est que oui, t'aies des uniques qui soient fortes. Peut-être même très fortes. Mais que t'aies pas l'unique, tu la poses, t'as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Que t'aies pas l'unique, elle est là et tu fais oh là 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 là. Je suis dans la merde, frère. Non, bah c'est... Ok, et le gars va gagner tous les tournois d'Alterel parce qu'il a l'unique la plus forte du jeu. Ça, dans leur tête, c'est
non négatif et il s'arrache les poils du cul à la pince à épiler pour que cette situation n'arrive pas. Après, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est des mecs, il y a des joueurs pro de Magic l'Assemblée dedans et tout. C'est des mecs, ils ont poncé depuis qu'ils sont petits, ils jouent à des jeux. Enfin, dites-vous bien qu'ils sont au fait de tout ça et qu'ils ne veulent ni créer de déception, ni d'avoir une carte Omega Broken. Oui, il y aura peut-être des uniques forts avec des mécaniques fortes qui tourneront autour, mais ça sera jamais le bail de la carte elle est là, tu serres la main de ton adversaire et tu te casses, t'as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Bonjour Sirov, j'ai terminé le nouveau Sol Ring ce matin, encore une masterclass. Ah, on s'est bien marré, hein. Sol Ring, c'est de la frappe. C'est franchement ce qui me fait peur, perso, ça va être un bordel à gérer sur Card Market en plus. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas sur, ça ne sera pas sur Card Market, puisque tu pourras peut-être vendre à tes potes ou offrir à tes potes ton unique stylé, mais en compétition, de ce que j'ai compris, sauf erreur de ma part, tu ne peux pas avoir deux uniques identiques. Si tu veux, et merci beaucoup Warco pour le follow, si tu veux jouer une carte unique, il faut que tu en sois le propriétaire. Et pour en être le propriétaire, soit tu l'as ouvert dans un booster, tu l'as, du coup, tu vois, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, vous voyez bien qu'il y a un QR code, tu l'as scanné sur ton application, et c'est toi le patron. Soit tu as racheté, je présume via l'application, tu as racheté les droits de la carte, et là tu es le propriétaire de cette carte unique. Mais sinon, en aucun cas, tu as la possibilité d'avoir une carte unique. Voilà. C'est ta carte unique à toi et elle n'est à personne d'autre. Ouais, c'est une sorte de NFT. C'est une sorte de NFT, tout à fait. C'est des NFT, sauf que tu peux réimprimer, qui ont une vraie valeur physique, on va dire. Et tu vois, moi, en vrai, je trouve que les NFT, ça pue la merde. J'ai du mal encore à m'imaginer l'utilité, à part pour la traçabilité, la sécurité. Tu vois, c'est vrai que je suis pas un grand fan. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir des NFT alors qu'on a la même en papier, frère? Si tu me dis, on fait un concours, vous gagnez des NFT, ça va être trop bien. Vous allez avoir une tête de singe sur un bateau. Yes. Et je suis en train de me dire, mais du coup, pourquoi cette tête de singe sur un bateau, je peux pas l'avoir en poster ou en figurine? Je m'en bats les couilles que ça soit immatériel. Eh ben, du coup, dans Altrade, bah c'est physique en fait. Sur Altrade, le NFT, il est là en fait. Il est physique. Et en fait, c'est pour une question de sécurité et de traçabilité, je pense qu'ils ont choisi ça. C'est parce que ça te permet de recréer ton deck à moindre coût. Contrairement à ce que je disais, le truc du début où par exemple, ben, tu fais tomber ton verre sur ton coca, ton eau, ta grenadine, ton café, n'importe où sur tes cartes. Bah, si ta valeur Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Magic, t'en as pour 400 € de carte, bah tu te fous tes 400 € au cul. Voilà, t'as 400 €, t'as perdu 400 balles, t'as le seum. Dans le trade, tu vas reprint tes cartes, peut-être à 1 € la carte, et au lieu de payer 400 balles de cartes, un deck c'est 40 cartes, bah tu vas payer 40 €, imaginons. Et pour 40 €, paf, ton deck il est à nouveau présent. Donc en vrai, le principe est méga stylé. C'est un truc de ouf. Par contre, tu peux vendre ton unique, et évidemment, pour les collectionneurs, tu peux vendre ton unique, que tu vends au prix que tu veux, voilà, et là les collectionneurs vont collectionner toutes les uniques, ou tu peux jouer tous les uniques entre potes. En fait, tu vois, à partir du moment où tu joues entre potes, il n'y a pas le problème d'unique, il n'y a pas le problème de carte, c'est-à-dire que ton pote il veut ton unique parce qu'elle est stylée, tu dis bah vas-y je te l'imprime à toi, tout le monde a toutes les cartes de tout le monde et c'est génial. Par contre, si tu vas en tournoi, là faut être le propriétaire de l'unique. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi que toi quand tu joues, putain c'est ton deck quoi. Il n'y a personne dans le monde qui a ton deck. C'est ton deck à toi, c'est tes cartes à toi, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux avoir 3 uniques max dans un jeu. Donc sur 40 cartes, tu as 3 cartes, c'est les tiennes et c'est ton deck quoi. C'est ton deck à toi, tu vois ce que je veux dire. C'est trop stylé. Alors ça Shenryu, tu peux y jouer gratuitement. Donc je remets le lien quand même malgré tout si t'es curieux. C'est jouable jusqu'au 5 février. Nous, on y joue demain en live. Donc, on est en live à partir de 9 h demain. On traite l'actualité jeux vidéo, pop culture, ça bouge pas. Et ensuite, de midi à 13 h, on joue avec sur replay. Et ensuite, on jouera probablement mercredi aussi. Donc, si jamais vous voulez tester le jeu et peut-être jouer ensuite avec moi, let's go là-dessus en fait. Let's go là-dessus. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Avant de cut le live, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des cartes que vous voulez voir? Est-ce qu'il y a un point de règle que vous voulez que j'essaye d'approfondir, d'éclaircir? Ou est-ce que tout est bon pour vous, les amis?
Alors les boosters seront à 4 euros et les decks de démarrage seront à 15 ou 20 balles. Soit c'est 15 euros, soit c'est 20 euros, mais à 20 euros tu as un booster dedans. Voilà. Vous jouerez aussi Béja. Alors on jouera sur Board Game Awards, Board Games Arena pardon, parce que malheureusement nous n'avons pas le setup de faire ça en physique. Voilà, malheureusement on n'a pas le setup de le faire en physique. On jouera probablement en physique chez Maxildan. Si jamais il a envie de faire du Altrade, on pourra jouer Altrade chez Max. On pourra faire de la draft, enfin de la draft. On pourra faire de la fausse draft. On pourra faire du multi, par exemple aussi chez Max. Donc ça il n'y a pas de souci. Mais moi malheureusement, enfin encore une fois, si vous vous demandez comment j'ai fait ce setup là, allez sur Twitter et Instagram et vous verrez que je n'ai pas le setup de Maxildan. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc vraiment, voilà. Non, c'est 4 balles. C'est 4 balles le booster. C'est sûr, c'est 4 balles le booster. Enfin, c'est 4 balles. Les équipes se battent pour avoir un booster à 4 balles. Donc normalement c'est 4 et pas 15. Sachant que peut-être que dans le starter pack, vous allez avoir aussi les jetons. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, des règles de jeu supplémentaires. Peut-être que vous allez avoir aussi ceci qui est quand même l'expédition. Donc c'est obligatoire. Peut-être qu'il coûte 1 euro en plus. D'où les 15 plus 1 plus 4. Mais je crois que les gars se battent pour avoir un booster à 4 balles. Dans un booster, tu as 6 cartes, il me semble, et un item. L'item, je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu l'info, mais je crois que tu as 6 cartes. Et la carte unique, je crois que c'est un booster sur 4, je crois. Ou un booster sur 6, j'ai un doute. J'ai un doute, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc je pense que le mieux, en fait, le plus rentable, c'est d'avoir un starter deck. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 6 de toute façon. Vous achetez un starter deck et après vous prenez quelques boosters. Et après vous jouez avec vos potes et vos potes en fait vont vous filer les cartes gratuitement. En fait c'est vrai que 6 cartes tu te dis putain display non? Comme ça. Non non attends. C'est pas. Attends, qui avait dit que dans. Il y a 6 cartes par booster? Attends, mais sinon je vais essayer de chercher sur internet. Internet pardon. Nombre. Carte booster Altered. Est-ce que je vais trouver l'information? Voyons voir. Ah, que contient un booster Altered? Voilà. Je vais vous dire ça tout de suite. Dans un booster Altered, il y a... Tac, 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 tac. Voyons voir, voyons. Ok, il y a... Ah non, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Ah, il y a largement plus. Mais non, mais il y a largement plus. J'ai dit de la merde. Il y a un emplacement pour un token ou un foiler. Token 75% de drop. Je vais vous mettre ça, attendez. En fait, on fait les news. Donc, on a 75% d'avoir un token. Donc, les tokens, par exemple, bah, c'est ça. Ah bah, je peux pas vous montrer. Donc, c'est le token compagnon. C'est les tokens des Ordis. Genre, tu vois, c'est les jetons soldats à la con. Ils doivent être au fond, voilà, c'est les jetons, voilà, tout ça, merde, putain, tout ça, c'est des jetons, voilà. Et t'as 25% d'avoir du foil, donc grosso modo, tu vas trouver, t'as 25% de chance de pouvoir rendre en foil une famille. Tu vas avoir un emplacement pour une carte de héros, donc tu vas avoir un des héros de chaque famille, comme les cartes qui sont ici. Il y en a 3 par faction, tu fais les maths. Tu vas avoir 8 cartes communes, 3 cartes rares, et une carte unique qui remplacera de temps en temps une carte rare. Donc tu as à peu près une chance sur, une chance sur 8 d'avoir une carte unique. Donc en tout, tu as voilà, t'as 15 cartes au global. Donc on est loin de 6. Hein. Si j'avais cru que c'était 6, mais non, pas du tout. Donc on a quand même énormément de cartes. Et le but, encore une fois, c'est que tout le monde ne jouera pas en tournoi. C'est même la grande majorité qui ne jouera pas en tournoi. Donc finalement... Même si t'as que 15 cartes ou 10 cartes dans le booster, à partir du moment où tes potes jouent, si vous achetez tous 10 boosters chacun, par exemple vous êtes 4 potes, ok, vous êtes 4 potes, vous allez acheter 10 boosters chacun, vous allez mettre 40 euros. En fait, vous n'avez pas mis 40 euros chacun. Vous avez mis 40 euros pour pas avoir 10 boosters. Vous avez mis 40 euros pour avoir 40 boosters. Parce qu'avec les NFT... vous allez tous vous passer les cartes en fait. Parce que personne joue... Enfin, si les gens jouent pas en tournoi, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'en bat les reins. Donc en vrai, pour 10 balles, enfin pour 40 balles,
t'as pas 10 boosters, t'en as 40. Parce qu'avec vos potes, vous allez vous dire, bah moi j'ai cette carte, t'as pas, celle-là tu l'as pas, celle-là tu l'as pas. Ok, donc vas-y, on se fait un panier. Donc on met ça, je les imprime en combien? Je les imprime en 2 fois, celle-là je l'imprime en 3 fois, celle-là je l'imprime en 1 fois. Ok, c'est parti, on envoie. Et là, tout le monde a toutes les cartes. À part les uniques. Et encore, les uniques, tu peux les imprimer si tu veux. C'est juste que tu pourras pas jouer en compétition officielle. Mais les compétitions officielles, ça représentera combien de pourcentage de joueurs? Ça va représenter 1%, 2%, 5%, 10%. Mais l'immense majorité, elle, à partir du moment où vous avez des potes pour jouer avec vous, chaque fois qu'un pote ouvre un booster, c'est comme si vous-même vous ouvriez un booster. Donc, en vrai, c'est... En vrai, je trouve que c'est tout bénef. Du coup, côté collection, ça va donner quoi? Côté collection, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par côté collection? Collection de quoi pour collectionner les cartes? Bah pour collectionner les cartes, en vrai, la collectionique va se baser sur les foilers, j'ai l'impression, pour pouvoir donner du foil à vos familles. Ça, je pense que ça va être pas mal intéressant de les avoir, ça aura une vraie valeur. Et je pense que ça va se jouer sur les uniques. Je pense que s'il y a des collectionneurs, c'est essayer d'avoir en print ou en propriétaire, mais ça va coûter les yeux de la tête, d'avoir le plus d'uniques possible sur... parce que je crois que toutes les cartes peuvent être uniques. Donc, ou en tout cas, peut-être que peut-être qu'il y a des cartes rares qui peuvent être uniques, je sais pas trop, mais enfin, vous imaginez le nombre d'uniques qu'il va y avoir. Ça va être un délire. Ça va être un délire. Donc, ouais, les collectionneurs, eux, vont se tirer la nouille pour avoir le plus d'uniques possible. Et de foilers, je pense. Voilà. Mais du coup, si tu réimprimes les 15, c'est 15 €, pas 4, donc peut-être mieux reprendre 4 boosters à 16 que de réimprimer. Bah, en fait, ça dépend si c'est des rares que t'as. C'est des rares que t'as, vaut mieux réimprimer des rares que d'ouvrir des boosters. Parce que les rares, c'est. Bah, il y a combien en tout? Je vais vous dire, hein, c'est très simple. Des rares, il y en a 324. Il y a 162 communes et 324 rares dans la première extension. Il y a plus de rares que de communes. Donc si t'espères avoir la même carte rare que... Franchement, tu vois, je sais pas. Après, ça dépend. Après, ça dépend... ça dépend en fait, est-ce que tu veux jouer, quand tu veux jouer, etc. etc. tu vois. Genre si toi, t'as assez... Imaginons tout le monde prend 10 boosters et que t'as assez pour faire un deck, bah tu fais ton deck en priorité, puis t'achèteras d'autres boosters plus tard, tu vois. Ça dépend, en fait, ça dépend de ta mentalité, c'est là pour collectionner ou pas les bails, c'est un peu toi qui décides. Bizarre le ratio. Bah il y a 162 communes, 109 cartes altérées, des cartes pardon uniques altérées des 109 personnages, donc oui, je pense 109 cartes supplémentaires altérées et 324 rares. Tous les caractères peuvent être uniques, mais pas les sorts et les permanents. Ok, donc tu as 109 cartes uniques, tout à fait. C'est exactement ça, c'est ce que je suis en train de lire. Il existe 162 communes, dont 109 personnages, et ces 109 personnages auront une infinité de cartes uniques. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, les cartes rares, alors pourquoi il y a plus de rares que de communes? On ne peut avoir que 3 personnages dans son deck. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 cartes communes de Ratatosk, tu peux avoir une carte commune de Ratatosk et de rare, tu peux avoir une seule, ou alors 3 cartes rares de Ratatosk, tu vois, mais tu peux en avoir plus de 3. Et c'est vrai que les cartes rares, elles ont des effets qui sont normalement un peu plus sympas. Donc ça permet de mixer, on va dire, les goûts et les couleurs. Et je pense que... Après, enfin, au global, il y a 324 rares. Mais dans un booster, il n'y a que 3 rares pour 8 communes. Donc ça permet aussi, tu vois, on va dire, d'équilibrer la chose, je dirais. Voilà. Car de ce que j'ai en tête, un TCG se base sur 3 points. Les collectionneurs, les casus et les joueurs compètent. Donc la collection, si c'est juste pour avoir la carte chez toi, bah, elle coûte 1 €. Et la partie collection risque d'être bancale. Bah, la partie collection, elle sera pas la plus développée. En fait, je crois que c'est Charles qui disait ça, c'est un jeu qui est fait pour les joueurs. Et du coup, les joueurs, on va faire en sorte qu'ils dépensent pas leur SMIC pour acheter des cartes. Donc peut-être que les collectionneurs se sentiront lésés ou devront faire la chasse à l'unique. Mais en tout cas, le petit pourcentage... Parce que ça, c'est un jeu, c'est pas une licence connue. Donc il y aura plus de joueurs que de collectionneurs pour le moment. Après, on espère que le lore va se développer, que les gens vont kiffer l'ADA, que ça va être chambé et que les collectionneurs vont arriver. Mais là, pour le coup, c'est un jeu pour les joueurs. Fait par des joueurs pour des joueurs. Donc la priorité, c'est de faire kiffer les joueurs. Et ensuite, eh bien, on passera à la suite. On a rendez-vous demain matin à 9 h sur cette chaîne pour les news et pour jouer à Altrad sur Board Games Arena. BG à tout le monde, prenez soin de vous et à demain matin.
pour de nouvelles aventures ici et à ce soir chez Maxildan. Ciao tout le monde.